Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue pour Let's Go. On enchaîne, on part d'une émission, on va direct sur une autre et on est bien accompagné évidemment comme d'habitude aujourd'hui puisque nous sommes avec Ken. Comment ça va ? Bonjour Max, bonjour à tous. Ça va très bien, excuse-moi Max, j'aurais pu animer l'émission. Malheureusement, je fais une chronique aujourd'hui et du coup, voilà, on s'est dit que c'était pas trop. Donc ça peut enchaîner les trucs, désolé. Il n'y a pas de souci. Tu as la forme ? Ouais, j'ai la forme, ça va, c'est ok. Est-ce que tu es retourné au mondial de l'auto après l'émission ou pas du tout ? Franchement, j'ai pas eu le courage et on en parlera peut-être un peu ici, mais bon, cette édition était tellement claqué au sol que franchement, on va en parler, autant voilà, une demi-journée m'a largement suffi. Je suis pas aussi médisant que toi, on va revenir dessus tout à l'heure. Alison est avec nous, comment ça va ? Bah moi écoute ça va, j'avais hâte d'avoir vos avis sur le salon de l'auto justement parce que tout le monde dit qu'apparemment c'était nul et comme moi je vais bientôt. Il y a eu des très bonnes choses. Bah moi je vais bientôt au salon de la moto de Milan, le plus gros salon, je vous avais fait un topo dessus l'année dernière donc j'ai encore fait mon choix cette année pour la moto plutôt que l'auto, ne pouvant pas tout faire donc j'avais hâte d'avoir vos retours mais ton introduction déjà me donne l'eau à la bouche. Il y aura Yamaha, tu vois par exemple. Oui, voilà. Alors il n'y a pas Volkswagen donc. On va évidemment revenir sur le mondial de l'auto après. Il y a quand même des choses positives à en dire. Oui. On va voir ça. Oui, bien sûr. Oui. Franck ? Oui. Ça va ? Bah ça va, écoute, très bien. J'ai sorti mon PC pour faire comme vous. Je vais rien mettre dessus, mais c'est pour faire semblant. Voilà. Le pire pressure, voilà, il n'y a rien du tout. C'est trop stylé. C'est cool, quoi. Mais au moins un sticker, tu vois, ça sert. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais coller dessus ? C'est pas sponsor. Un sticker Wicar Central. Ça fait la sauce. De quoi on va parler aujourd'hui ? De quoi on va parler de films et de voitures de films. On va changer Balle perdue, le 2 qui sort début novembre. On va parler aussi écoute, tu vas pouvoir te faire les deux coup sur coup d'ailleurs comme ça. C'est un peu le Mad Max français ce film. Non mais en vrai, ça met la barre. J'allais dire, tu mets la barre haute. Mais c'est un des films préférés du réel. Bon, on en parlera tout à l'heure. Je vais vous parler aussi du Budapest Rally parce que je crois que je vous avais pas débriefé cette histoire-là. C'est vrai, non, ce que j'ai pas fait. du tout. Donc Budapest Rally et on va parler aussi de Spa Asia qui était le premier événement uniquement voiture asiatique à Spa. Septembre. On va falloir speeder Max aujourd'hui. Hein. Non mais moi ça va vite. Il y a beaucoup de sujets. Hein. Je vous propose de speeder dès maintenant et puisqu'on va on va commencer avec l'actualité de la F1. Un petit jingle, c'est parti. Qui a regardé le Grand Prix d'Austin ? Pardon. Démerde-toi alors. Eh bien, tout seul. Vous avez eu tort de rater le Grand Prix d'Austin, bien qu'il n'y ait plus aucun enjeu sur qui va devenir champion du monde, car Verstappen était déjà champion du monde depuis le précédent Grand Prix. Le Grand Prix d'Austin fait partie des 2 meilleurs Grands Prix de l'année en termes de spectacle. Il a d'ailleurs reçu l'une des meilleures notes Grand Prix spectateurs, avec plus de 75% de personnes Comment satisfaites. on décide de ce qui fait le spectacle dans Eh bien, écoute, dépassement, retournement de situation, plutôt combat assez accroché, crash, tout était réuni pour avoir un bon Grand Prix. J'ai vu une voiture qui a fait une roue arrière quand même. J'ai juste vu ça. Tout à fait, assez formidable. Donc victoire de Max Verstappen sur ce Grand Prix avec Red Bull, qui donne d'ailleurs avec la bonne place de Sergio Pérez, pas de Sergio Pérez, de son collègue, excusez-moi, Sergio Pérez, pardon, excusez-moi. Eh bien, le titre de champion du monde à Red Bull. Donc voici derrière toi, c'est Red Bull qui fête son titre de champion du monde. On haut la main quand même. C'est le premier de champion du monde. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient perdu. 2014. Ouais, c'est ça. Depuis pas mal de temps ce titre. Bon là, ils ont survolé réellement la saison, mais le Grand Prix a été marqué par beaucoup d'accrochages. 2e place de Hamilton, 3e place de Leclerc, qui était pourtant déclassé sur la ligne puisqu'il est parti 12e suite, je sais pas, un changement un peu au pif au départ, parce qu'il avait fait la 2e place juste derrière Carlos Sainz. Sainz, justement, on en parle, il était le premier à abandonner la course après s'être fait dépasser par Verstappen sur la ligne de départ. Mauvais démarrage. Il se fait percuter le fion par George Russell qui le dégage salement. C'est vraiment nez dans la roue arrière. Et bon, voilà, suite à ça... Russell, lui, a pu continuer la course. Regarde, dans la propreté absolue totale, hop,
petit nez cul. Voilà, tête à queue, au revoir. Derrière ça. Et Russell, il a pas eu de dégâts avec ça, ouais, c'est ça. Non, il a complètement continué la course. Il a pris une pénalité, cela dit. C'est vrai. On va y croire quand la caméra. Regarde ça. Hop là, let's go. Alors ça a été très très propre parce que évidemment George Russell a pu continuer la course, il a même terminé 5e, ce qui est plutôt un bon résultat. Mais ça a dégagé une Ferrari permettant d'avoir une meilleure position évidemment pour les Mercedes au titre de championnat du monde constructeur. Évidemment ça fait pas mal jaser. La punition était-elle justifiée? On ne sait pas. Le combat très intéressant, c'est celui entre Fernando Alonso et Lance Stroll de chez Aston Martin, puisque Fernando Alonso, vous savez, champion du monde qui ne fait jamais d'erreur, qui est le meilleur sur la piste, a fait ce qu'on pourrait appeler une petite collision involontaire, pris dans l'aspiration du DRS. Il s'est pointé derrière, oula ça c'est la fin, derrière la voiture de Lance Stroll et malheureusement a assez mal négocié, on va dire, ce qu'on pourrait appeler son débouchage derrière lui, entraînant l'envol de sa machine. Regardez bien. Hop là, c'est lui qui a fait la roue arrière. Voilà, donc là il a volé en éclats. Vous vous dites, bah du coup, il a abandonné. Regarde, la voiture a volé. Oh la vache. C'est violentissime. Voilà, il a percuté en plus la rambarde. Donc là, vous vous dites, fin de course évidemment pour Fernando Alonso. Eh ben non. Il est reparti. Non, ils sont rentrés. Les ingénieurs de chez Alpine ont fait, attends, pas de problème, c'est globalement une Renault, Boum, ils ont tapé dedans. Coup de pied dans le derrière, il est reparti, mon gars. C'est moi ou elles sont plus costauds cette année que les autres années, les bagnoles? Franchement, les mecs qui tapent à l'avant, à l'arrière et ils repartent, quoi. D'habitude, c'est fini, quoi. Alors, par contre, pour Lance Stroll, je crois que c'est terminé. Ouais, mais il manquait une roue, là. Ce qui est assez intéressant, donc tu sais, c'était 2 mecs responsables d'un tampon qui terminent la course, tu vois, mais qui éliminent le mec qu'ils ont tamponné. Ça, c'est toujours très très rigolo. Ce qui est très rigolo aussi, c'est les commentaires de Fernando Alonso. Vous savez, lui qui n'est pas avare en juron. C'est un peu l'enfant de juron de la piste, Fernando Alonso. Là, évidemment, comme l'année prochaine, sa saison sera chez Aston Martin. Et que Lance Stroll, c'est un peu quand même le fils du patron, quelque part. Qui vont être coéquipiers. On va dire que, je suis désolé, quel dommage, je t'ai percuté, mais non, ce n'est pas de ta faute, je suis désolé. Enfin, il a été, on va dire, plus que modéré quant aux commentaires sur cette collision. Là où quand il se bat avec Hamilton au milieu de terrain, on l'entend moins, sa grosse gueule. Et évidemment, ça a entraîné quand même la 7e place. Bon, cela dit, c'est ça qui est hallucinant. Il a fait 7e, Fernando Alonso. Après ce crash, pas mal. Il a quand même été déclassé pour finir 15e au classement. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça qui l'a pénalisé, le fait qu'il ait percuté, Lance Stroll et qu'il ait mis en danger la totalité du peloton derrière. On met pas de pénalité. Par contre, il y a un de ces rétros qui se sont détachés parce qu'ils ont oublié de mettre le scotch quand il est rentré au stand autour du rétro. Donc il y a un rétro qui est sorti. Et du coup, comme un rétro sorti a mis en danger des gens sur la piste au moment où il s'est détaché de son véhicule, là il a pris une pénalité et finit à la 15e place. C'est pas de sa faute, ça. Du classement. Donc un petit rétro sur la piste, c'est dangereux, c'est sûr. Pas de problème. Par contre, un crash où la bagnole s'envole, roulez les gars, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils ne pensaient jamais que les ingénieurs de chez Alpine allaient faire repartir la bagnole. C'était très, 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 très drôle. Voilà, ce qui fait quand même un Grand Prix assez fou. Notez en plus que Verstappen a perdu sa position face à Charles Leclerc dans les stands parce qu'il a fait un ravitaillement déplorable, un des pires de l'année de chez Red Bull, mais il a quand même réussi à dépasser Hamilton et à terminer premier. Incroyable mais vrai. Donc voilà, des dépassements dans tous les sens, des stratégies foireuses, des crashs et un super beau Grand Prix. Il est super bien designé, le Grand Prix d'Austin, en fait, d'un point de vue de la map. Vraiment très propice au dépassement et au retournement de situation. Donc voilà, un Grand Prix des États-Unis qui propice au dépassement parce que y a des longues lignes droites. Ouais, bien larges. Des lignes droites où le DRS peuvent vachement bien s'appliquer, tout à fait. Et il est technique. Pas mal de descentes, de montées. En vrai, c'est bizarre de trouver ce genre de Grand Prix aux États-Unis. On a l'habitude de trouver plutôt des anneaux ou des trucs qui tournent à angle droit. Mais là, pour le coup, je trouve le Grand Prix vraiment très très bien. J'espère qu'ils retourneront toute l'année. Il faut supporter les 18 hymnes américains avant le début du Grand Prix. Mais à part ça, c'est plutôt pas mal. Voilà.
Donc très bon Grand Prix. Si vous avez l'occasion d'en regarder un résumé, je vous invite à le faire. Je serais curieux de savoir. Non, je serais curieux de savoir s'ils sont en train de réussir à convertir les ricains à la F1 ou pas. Est-ce qu'au final, non, c'est quand même savoir piloter, donc non. Oh là là, il est de mauvaise foi, c'est catastrophique. J'ai quand même une petite question. On sait déjà du coup qui a remporté ce championnat du monde. On a même la victoire constructeur du coup pour Red Bull. Il reste combien de tracés là? Combien de Grands Prix? Je sais pas, 4 il me semble, si je regarde. Il me semble que c'est une 4, on arrive au bout. 4, 5 Oui, on arrive au bout. On arrive au bout. Le but, c'est que ça se termine quand? Le but, c'est que ça se termine. Écoute, j'en sais foutrement rien. Voilà, je ne sais pas. 3 Grands Prix, on me dit. Attends, oui, vu qu'il y a 3 Grands Prix l'an prochain, alors, je ne sais pas ce qu'il nous raconte ici. Mais ça se termine soon. Ça se termine soon. En effet, de toute façon, c'est plus ou moins joué. Mais attention, hein, 2e place au championnat constructeur, Mercedes versus Ferrari. C'est le dernier truc où il reste un petit peu de suspense. Ouais, de ouf. Donc ça se joue quand même. Eh ben, écoute, on va suivre ça évidemment avec attention les dimanches. Pour le moment, eh bien, on va continuer cette émission avec un invité. C'est Nicolas Huss. C'est toi qui nous le proposes, Alison ? Exactement. Je vais vous parler d'un concept très sympa pour les motards. Que vous ayez besoin de louer une moto, que vous vouliez mettre la vôtre en location. Voilà, donc je vais vous parler de Rider Club, qui est un peu le Airbnb de la moto. Eh ben, on est parti, un petit jingle et on y va. Ah, je me disais aussi. Bienvenue Nicolas. Merci. On va te laisser de la place. Alors, prend toute la place avec son ordinateur. Ça m'intéresse infiniment. Si on veut louer des motos ou faire louer sa moto, comment ça fonctionne, Alison? Bah écoute, moi je vais laisser Nicolas introduire un petit peu son concept que j'ai testé et je vous le dirai un petit peu plus après. Ouais, tout à fait. Rider Club, c'est un peu le Airbnb de la moto. Donc c'est hyper simple, c'est une marketplace en ligne où vous géolocalisez, vous trouvez tous les véhicules disponibles autour de vous à la loc. Et puis de l'autre côté, vous avez un véhicule, vous cherchez à le monétiser, vous le mettez en location. C'est un peu le dernier né. Voilà. Je suis désolé, j'ai des questions qui me viennent, mais désolé si je t'en vole quelques-unes. C'est que des véhicules de particuliers ou est-ce que des concessionnaires aussi peuvent mettre des véhicules c'est un bon point. En effet, il y a les particuliers qui sont majoritaires dans la plateforme et il y a aussi des professionnels parce qu'on leur amène une techno clé en main. Du jour au lendemain, un concessionnaire ouvre son service de location grâce à nous. Ok. Très cool. Vas-y, je te laisse continuer. Du coup, nous, on s'est connus pour la petite information au Wheels and Waves, qui est un événement du coup qui a eu lieu à Biarritz. Pour la petite histoire, quand je suis allée à cet événement-là, j'y suis allée à pied, très clairement, en voiture avec des amis, et j'avais pas de moto sur place. Un peu frustrant quand on connaît cet événement-là où les balades vers Biarritz sont juste exceptionnelles. Et j'ai pas pu trouver de moto à louer où ça coûtait très clairement un bras. Et c'est juste que moi, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Dans l'événement, on se rencontre, donc tu m'expliques un petit peu ton concept et je me dis, c'est génial. C'est moi, par exemple, si j'avais su que ça existait, pour Biarritz, typiquement, j'aurais pu en louer une, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a énormément de gens aujourd'hui qui vont en vacances dans le sud de la France, en Corse, etc., ou qui, pour le travail, ont besoin de 3 jours, préfèrent avoir une moto que de louer un scooter. Donc cette partie-là, elle est assez évidente, c'est-à-dire que tout le monde se dit, si tu as envie de louer, tu as quelque chose de pratique à côté, avec un particulier, donc un échange en plus sympa. Mais il y a la partie mettre sa moto en location. Et là, moi, quand on en a parlé, c'est vrai que je me suis dit, mais jamais, mais moi, c'est ma moto, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre la prenne. Vraiment, très sincèrement. Il y a un affect encore plus fort presque avec ta moto qu'avec ta voiture. C'est ça, et puis j'avais plein de questions, donc on en a parlé, qui étaient, d'accord, ok, mais alors, le problème, c'est que la personne, elle te la prend. Mais si elle la fait tomber, si elle se prend une amende avec, si elle ne revient jamais, etc. Les pneus, et sur le moment, est-ce qu'il y a bien un contrat de location, et puis comment on ouvre un litige au cas où, etc., etc. Donc plein de questions auxquelles tu as pu répondre. Et donc moi, par la suite, donc on va après échanger à propos de ça. Moi, j'ai mis donc ma Street Triple en location. Et donc il y a eu 2 ou 3 locations sur ton site internet. Et donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Donc je prends la première, qui est toujours celle qui fait un peu le plus peur, où tu n'as pas encore découvert l'appli. Donc j'ai eu des demandes de réservation. Donc c'est hyper bien foutu, ton site en plus. Non mais je le dis parce que franchement, il est super bien fait. Donc du coup, les demandes de réservation, un peu comme un Airbnb, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Voilà. Donc là, pour le coup, Quand tu dis site, il y a une application aussi, j'imagine ? Oui, bien sûr, il y a une app. Moi, je suis passée par l'application d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est bien fait parce que effectivement, comme vous le savez, moi, il y a plein de week-ends où je suis pas là parce que au niveau du travail, je suis à droite, à gauche.
C'est vrai. Voilà. Et donc moi, elle dort dans le garage. Voilà. Et donc plutôt qu'elle dorme, je me suis dit bon, si je me faisais un peu de pognon. C'est un excellent raisonnement. Tu vois, un petit Oui, peu. Ouais, parce que excellent parfois il y en a raisonnement. là-dedans. Non mais c'est vrai. Non mais tu as totalement raison. Faut avoir confiance, mais franchement, C'est que si pour t'es des bien motos encadré, c'est bien. C'est que pour des motos? C'est que pour des motos, ça va du 125 à la grosse cylindrée. D'accord. Et ça concerne les thermiques et les électriques. Ok, parce que je vois Ken, je me dis, il y a un monde où il pouvait louer son vélo. Ouais, mais ça doit exister aussi, je suppose. Hein. Mais c'est plus facile pour les petites boutiques de vélos d'organiser déjà des locations de vélos. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller de particulier à particulier pour ce genre de service-là. Pour les motos et les autos, ça marche super bien. Ouais. Je vais juste te demander d'enlever ta boucle d'oreille parce que ça fait elle clac sur le micro. Et du coup, c'est assez cata. On va revenir du coup sur ton expérience du fait d'avoir loué, t'as mis en location en tout cas ta moto. On espère que ça s'est bien passé. J'avoue que je ne sais pas si j'aurais eu le courage de mettre la mienne. Puis surtout, je suis un relou, du coup, il faut que je la nettoie avant. Je vais pas lui donner une moto dégueulasse. Voilà, c'est forcément un petit peu technique. Comment ça se passe quand t'es pas là? Du coup, tu laisses un code, ils peuvent accéder à ton garage Non. Alors, pour le moment, moi, j'ai dû être là. D'accord. Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment, tu rencontres la personne. Ce qui est sympa dans la moto, c'est que tu es content de rencontrer un autre motard ou une autre motarde. Tu loues une voiture, si tu veux, t'as pas trop vraiment l'intérêt de voir le propriétaire du véhicule. En moto, on a cette espèce de sympathie qu'on fait facilement, tu vois. Mais peut-être que l'évolution de l'application donnera aussi accès à des véhicules directement avec l'app. Tu pourras déverrouiller ta bécane. Ouais, on sait que ça existe sur certaines applications, notamment pour la voiture, où effectivement tu mets un boîtier dans la caisse et tu déverrouilles avec l'app et c'est parti. Ça commence à être un petit peu plus complexe, donc on verra ça plus tard. Ça a dû rassurer Alison de rencontrer le gars, de le regarder avec des yeux noirs, tu l'as. Sinon, t'es mort. Non, mais c'est vrai que pour le coup, quand tu es sur l'application, avant du coup de laisser ta moto à ce parfait inconnu, que tu ne connais ni d'Ève ni dedans, tu as donc l'application qui fait automatiquement un contrat. Ouais, exactement. Ouais, vraiment, tout est automatisé. Donc, l'idée, c'est que ça soit hyper simple. Donc, tu vas recevoir une demande de location en tant que propriétaire. Tu vas la valider ou l'invalider. Tu es libre de ton choix. Donc, là, dans le cas d'Alison, elle l'a validé. Et puis, tu as rencontré le propriétaire. Et puis, l'état des lieux de départ, il est fait pour que ça soit très simple aussi, avec prise de photos directement avec l'application. Tu signes directement en ligne aussi. Le locataire aussi. C'est parti. Le contrat est fait. La moto est assurée tout risque. Le locataire aussi. Et la location peut partir. Et du coup, on fait pareil au retour. Et du coup, le retour s'est bien passé aussi. Le retour s'est bien passé, voilà, c'est vraiment tu reprends tes photos, ce qui permet. Alors moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que justement, quand tu fais les choses un peu dans la précipitation, tu peux jamais checker ta moto de A à Z tant qu'elle n'est pas propre, pour moi. Voilà. Donc moi, j'étais en mode, bon, si on me ramène la moto et qu'il y a quelque chose de rayé, tant que je ne l'ai pas lavé, on peut me camoufler quoi que ce soit. Sauf que là, du coup, tu permets un temps, donc tu peux la récupérer, tu regardes à 99%, tu es sûr de toi qu'elle soit bien, qu'il n'y ait pas eu de problème. Tu prends tes photos, bien en détail, tu les envoies sur l'application. La personne part, je ne vais pas aller la laver et qui m'attendent pendant plus d'une demi-heure, donc la personne part, tu valides, et après tu as donc combien de temps de rétractation? Il y a 48 heures, en gros on prend quand même 10 photos, c'est quand même, ça nous permet d'avoir la vue, la moto sous tous ses angles, et après il y a en gros 48 heures pour le propriétaire, si vraiment il y a eu quelque chose éventuellement qu'on n'aurait pas vu, enfin qu'il n'aurait pas vu pendant le retour, ça nous arrive jamais, mais voilà, on a cette espèce de période tampon au cas où pour rassurer éventuellement le propriétaire s'il y a une tuile. C'est vrai que c'est rassurant, effectivement. On a vite fait de rater quelque chose, comme tu dis, notamment si la moto est sale. Bon, alors après, j'avoue, je la lave pas souvent, ma moto. Si à chaque fois que quelqu'un me la loue, je me dis, faut que j'aille la laver, fait chier. Bon, mais ça, c'est vous et votre utilisation, quoi. Et du coup, pour la première fois qu'on me l'avait loué, c'est marrant parce que du coup, tu détermines un nombre de kilomètres sur de la location et il avait dépassé les kilomètres. Et là, justement, donc encore une fois, tu as plutôt bien fait les choses parce que si on ne le rend pas avec... je la donne avec le plein, le mec me le rend sur la réserve, où tu détermines 300 km et il revient, il en fait 370. Ouais. Alors nous, automatiquement, on va savoir, parce qu'on a le nombre de KM au départ, on a le nombre de KM au retour, donc on fait la conversion assez facilement, et puis il y a un forfait intégré dans le truc. Donc automatiquement, il n'y a jamais de gré à gré en fait, entre le propriétaire et le locataire. Pas besoin d'aller négocier avec le mec en disant attends, t'as fait plus de KM, comment on fait? Ou le plein d'essence est revenu alors que je te l'ai fait, il était plein à la moto. Tout est automatisé, on va directement reprendre les sous au locataire pour harmoniser ça, mettre ça dans l'enveloppe commission pour le propriétaire, et du coup, tu reçois ton virement. Et ça, pour l'essence,
l'essence ? Ouais, l'essence c'est pareil. Au départ, on demande le niveau d'essence. Au retour, on demande le niveau d'essence. Du coup, on a juste à faire le comparo entre les deux de manière automatisée. D'accord. Et puis, on vient chercher du coup le surplus s'il y a surplus. Et tu factures par rapport à quoi ? Parce qu'en ce moment, le prix de Ouais, c'est l'essence une bonne change question. beaucoup. Ouais, c'est clair. Non, c'est une bonne question. On facture à. Si tu factures, si on a regardé le prix de l'essence Merci Max. en septembre dernier, on a regardé, c'était OK. Hein. Non, c'est 3 € le litre, le prix. Ouais, 3 €. Ah oui, donc tu as plutôt envie d'aller faire le plein toi-même. Ouais, bien sûr. Et puis, bon, on est obligé un petit peu aussi de mettre un gap significatif, pas non plus de dingue. Quoi. Non, mais que ce soit un peu une punition de ne pas avoir fait le plein quand même. En fait, c'est un gentleman agreement ou un woman agreement comme on veut, en tout cas, parce qu'il y a aussi pas mal de fans qui utilisent notre application. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que tu rends la moto comme quand tu l'as prise. Et ça, il y a vraiment un état d'esprit autour de ça. Donc tu disais, tu vois, qu'elle soit sale ou pas. En fait, c'est des détails. On a tout prévu pour ça. Si elle est extrêmement sale, il y a des forfaits de pénalité. Mais ça se passe super bien parce que du coup, tu as envie de bien la rendre. J'ai l'impression en plus quand tu prends la moto de quelqu'un d'autre. Déjà de faire attention. Voilà, j'allais dire, il y a tout type de motards. Hein, on est sur Terre, il y a des cons partout. Mais globalement, quand c'est pas la tienne, tu roules 2 fois moins vite, tu fais attention à tout, tu penches 2 fois moins, tu fais OK, vas-y, je roule comme un grand-père, c'est pas la mienne. Quoi. Ouais. Déjà, t'es content d'éviter les bouchons. Et carrément. Ouais, complètement. Et puis d'ailleurs, tu proposes pas que ça parce que tu proposes aussi des options où soit nous, en tant que propriétaire, soit si tu veux louer une moto, de prendre des casques, gants, etc. Moi, je sais qu'ayant la chance d'avoir plusieurs casques, plusieurs gants et autres, j'ai mis dans la description qu'il était possible de me demander effectivement de louer. Voilà. Ah, c'est pas casques, mal, gants, etc. Moi, j'ai mis à disposition ma pochette pour le téléphone aussi. Bon, ça, c'est moi, c'est un petit plus, tu vois. D'ailleurs, le mec, la première fois, il me l'avait perdu. Bon, il m'a fait un PayPal, tu vois. C'est hyper bienveillant. C'est quand même la communauté de la moto. Comme tu dis, il y a des cons partout, mais généralement, tu essaies de bien t'entendre avec la personne. Tu es là parce que tu es passionné. Tu n'es pas là. C'est pas que de l'utilitaire. Tu dis, le mec est content, il évite les bouchons. Moi, je pense plutôt que quand tu fais ça, c'est aussi parce que la plupart du temps, tu vas aller te balader dans une région et tu transportes pas forcément la tienne. Mais il y a aussi les gens, moi j'ai entendu beaucoup de gens dire j'ai une moto mais je l'ai revendue parce que je la sortais 3 fois par an. Voilà. Ouais. Beaucoup de gens qui en ont mais pour X raisons, plus d'argent, famille, pas le temps, travail, etc. Et je trouve ça cool aussi le concept parce que ça veut dire que au final au lieu de payer je ne sais pas combien d'euros d'assurance par mois ou tout simplement le prix de ta moto, tu peux te dire une fois de temps en temps, tu fais ça. Ouais, carrément, on a un impact finalement social parce qu'on vient générer un revenu complémentaire. Donc en ce moment, c'est plutôt cool de se dire que ton véhicule te coûte rien. Ça rapporte combien ? Si demain je loue ma moto. Ouais, alors en moyenne, ça va être de 500 € par mois. Tu vas pouvoir récupérer ça. Énorme. Ouais, c'est significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un véhicule en concession neuve. On va prendre un exemple. C'est entre 150 € par mois. C'est un véhicule assez sympa. Donc, tu vois, 500 €. Ton véhicule, ça veut dire qu'il y a un monde complètement payé. T'en achètes plein, tu mets tout en location. Et puis, c'est un business. Quoi. Ouais, t'as mis le doigt dessus. Du coup, c'est de se créer une flotte, en fait, de bécanes, carrément, où tu sais le bon modèle qui va bien, au bon prix, au bon endroit. Et puis, derrière, ça devient un produit financier qui est largement mieux qu'un livret A, quoi. Ouais, ça c'est. Vous avez déjà présenté des services qui faisaient déjà ça pour les voitures. Tu prends des MT-07 en A2, tu les fous partout. Exactement. Là, on est plus dans le concept du particulier qui a vraiment envie d'arrêter de perdre de l'argent avec ces véhicules qui ne roulent pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que, soyons honnêtes, un véhicule neuf, dès que tu l'achètes aujourd'hui, mis à part peut-être quelques séries limitées, tu perds de l'argent, bien sûr. Le prix qu'il a à se faire sur des voitures de collection aujourd'hui, mais la voiture neuve, quelle qu'elle soit, électrique, pas électrique, tu perds de l'argent dès que tu l'as acheté. Donc cet argent perdu, essayer de le regagner en compensant, en louant ton véhicule, ça peut être pas mal. Évidemment, ça comporte peut-être un peu des risques, mais qu'est-ce que vous garantissez justement à ceux qui utilisent vos services pour les risques de casse, de chute, d'assurance, etc. En effet, le mot assurance, c'est exactement ça, c'est que ça vient cimenter à la fois les locataires et les propriétaires pour que tout le monde soit rassuré. Donc on a un partenaire assureur qui assure tout risque le véhicule, donc ça va du brise-glace jusqu'au vol. Donc vraiment on a anticipé tous les cas, on l'a même monté très très haut. Typiquement un locataire qui ne reviendrait pas avec le véhicule, pour nous mortels ça s'apparente à du vol. Chez un assureur c'est un abus de confiance, donc c'est sorti de la clause vol. Nous c'est quelque chose qu'on a intégré dedans. On a vraiment pensé le contrat pour qu'il soit extrêmement premium pour détendre vraiment le propriétaire et de se dire t'inquiète pas, nous on va que te ramener de l'argent et puis le locataire on va l'assurer ainsi que le passager pour tous les dommages corporels qu'il pourrait avoir. Puis c'est pas lui qui gère, surtout s'il y a un problème, parce que moi j'avoue quand tu m'as dit ça j'ai aussi envie de dire ok t'as été assuré mais c'est moi qui dois gérer tous les dos s'il y a quoi que ce soit et non.
Et ça rassure. Et ce qui rassure aussi, si je me permets de le dire, tu es un ancien courtier en assurance aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais quand même un peu tout ce qu'il faut disons faire. on a eu le bon discours. Mais c'est vrai, ça Négocier rassure. les meilleures assurances. Ça rassure évidemment. Ouais, bien on sûr. sait que tu sais de quoi tu parles et comment tu l'as ficelé. Voilà. Ouais, on a fait ça pour détendre tout le monde et en effet, donc cette partie propriétaire, elle est vraiment bien calée. La partie locataire, comme le disait Alison, voilà, t'es n'importe où en France, tu cherches un deux roues, Ryder Cup répond à ça. Et puis quand tu veux essayer des véhicules qui viennent de sortir, parce que tous les ans, heureusement que les constructeurs sortent des nouveaux véhicules, et ben Ryder Club permet de pouvoir jouer un petit peu avec voilà tous ces nouveaux modèles qui arrivent, un petit peu comme consommer voilà le deux roues comme un petit bonbon quoi. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qui empêche les actuels loueurs de voitures particulières de le faire sur de la moto? C'est vrai qu'actuellement, voilà, on en a parlé, les trucs où tu peux déverrouiller avec un boîtier ou autre. Voilà, tu peux aussi le faire de personne à personne. C'était jamais disponible pour les motos. Qu'est-ce qui bloque chez eux pour ça et qui le rend possible chez vous? Alors, déjà, nous, aujourd'hui, on n'a pas encore le déverrouillage avec l'application. Ça, c'est quelque chose qui arrivera dans le futur. Il y a une petite R&D à faire dessus. Par contre, pourquoi des boîtes qui font de la voiture, qui font du camping-car, du bateau et ainsi de suite, font pas de la moto? Parce que du coup, c'est pas du tout le même produit d'assurance, déjà d'une. D'accord. Et deuxièmement, c'est pas du tout la même communauté. Donc, en fait, c'est que des marchés qui sont complètement sillonnés. Et du coup, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de vase communicant facilement comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer en plus l'ensemble des CEO de ces différentes boîtes, étant à Station F. Et du coup, j'avais un feu vert de la part de toutes ces personnes-là. Ouais. Bon, c'est bien de voir en tout cas qu'il peut y avoir des communications entre les différentes boîtes qui proposent ce genre de service. Est-ce que c'est disponible dans d'autres pays? Alors non, pas encore, mais c'est l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est d'être très rapidement chez nos voisins européens. On va commencer par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie qui va suivre derrière. On veut être... États-Unis éventuellement. Alors États-Unis, États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce que le marché est beaucoup plus gros, beaucoup plus large, donc il faut des moyens un peu plus costauds. Il y a des acteurs qui sont là, présents, alors qu'en Europe, il y a personne. Donc nous, on veut être le numéro 1 européen. On veut être un peu l'acteur le plus sexy possible pour un ricain qui aimerait arriver en France. C'est vrai que je posais la question à New York, il y a pas mal de bouchons. Donc, j'ai voulu louer un deux roues, j'ai vu les prix, j'ai fait on va marcher. Ouais. C'est bien. Le métro. C'est important. T'as jamais vu faire autant de sport d'ailleurs que là-bas? Le vélo, c'était fou. Dernière question me concernant. Je sais que régulièrement j'ai envie d'essayer certains modèles de moto et quand tu appelles des concessionnaires, elles sont rarement disponibles à l'essai, soit parce qu'elles ne l'ont jamais été, soit parce qu'en ce moment les modèles sont particulièrement rares. Donc du coup, ils ne les mettent pas à l'essai. Est-ce que finalement, il n'y a pas un micro-forfait à faire pour dire à des particuliers, juste le mec qui vous la prend 1 heure, quoi. C'est juste pour tester la moto, pour éviter le syndrome du j'appelle des mecs sur le bon coin pour leur dire s'il vous plaît, j'aimerais tester votre moto parce que ça m'intéresse de l'acheter d'occasion. Tu viens, tu la testes, tu l'achètes jamais. C'est hyper courant, tu vois. Ouais. Ça serait cool de proposer une alternative pour éviter que les gens aient à faire ça. D'ailleurs, c'est un effet de bord qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu compte que des gens qui vendaient leur véhicule sur le bon coin, ils ajoutaient dans l'annonce que le véhicule était louable sur Ryder Club pour à la fois se rassurer parce que du coup, on a les papiers, on a tout ce qu'il faut, donc eux, ça les détend. Et puis côté le futur acheteur, il fait un vrai tour de pâté de maison. Enfin, il fait plus qu'un tour de pâté de maison. Du coup, il part même une journée, 2 jours, il s'arrange entre eux et du coup, il décide réellement de ce qu'il achète. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, grave, ça détend vraiment les deux parties. Après, chez les pros, par exemple, on rallonge le temps d'essai grâce à notre solution. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu t'arranges avec le locataire en fonction du temps que tu veux. Tu la veux 1 heure, 1 journée, 3 jours. Nous, on est là pour encadrer le tout, quoi. Ça fonctionne dans tous les cas. Il y a un temps maximum de location? Ouais, il y a un temps maximum de 1 mois. Renouvelable. Ouais, 1 mois. Ouais, ça arrive. Non, mais tu rigoles, mais regarde, moi, en mai-avril, entre mes vacances et le trip en Sardaigne et tout, avec les filles de Doxy, etc., j'ai pas passé mon paillasson, ma porte d'entrée, pendant 1 mois pile, du 25 au 25. T'es contente que quelqu'un, pendant 1 mois, me la loue? Sans déconner. Franchement, tu vois, le nombre de fois de regards, c'est connu après, c'est dommage. Mais pour l'été prochain, clairement, je sais que voilà. Pensons-nous, ce que tu m'as dit, 500 balles pour le mois. Bon, après, ça dépend évidemment du modèle de la moto, le coût de chat, etc. Mais imaginons, je prends la basique, une MT-07 pendant 1 semaine.
À peu près, combien ça coûte ? En moyenne, c'est 80-90 € au jour. Une MT-07, ça va être un petit peu plus bas. C'est pas nous qui fixons les prix, ce sont les propriétaires, comme quand tu mets quelque chose sur une plateforme de vente. Tu vois. J'imagine qu'il y a une suggestion. Exactement. Nous, on suggère aux propriétaires de mettre 1% de la valeur par jour de la valeur du véhicule. Donc, ok. Tu vois, d'accord, ça, En 100 jours, tu as remboursé ta bagnole. Ouais, alors après, voilà, si tu as une grosse intensité de location, mais en gros, tu as un véhicule, donc une MT-07, tu vois, qui est à 7 500 €, ça fait 75 € par jour. Nous, c'est un prix indicatif, tu vois, mais après, tu choisis de faire plus, moins, en fonction de le marché. Donc, ta saisonnalité. Si tu es le seul dans la région, par exemple, tu peux monter le tarif. Mais clairement, mais il y en a qui le font, bien sûr. Régions, entre les personnes qui proposent leur il y a des régions qui sont assez denses. Les régions motards, donc c'est Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes. Il y a pas mal de modèles. Et chez nous, il y en a pas. Chez toi, il y en a pas mal. Et du coup, les gens, forcément, regardent les autres annonces et puis viennent se caler où ça va bien, quoi. Et du coup, dans le cas de motos, peut-être pas récentes, mais un peu datées, qui sont sur le marché de l'occasion, avec une cote sur le marché de l'occasion, est-ce que ça s'adapte aussi pareil ? Je compare à d'autres services. Moi, je loue beaucoup de voitures à des particuliers pour me dépasser. Je ne possède pas de voiture, donc je fais toujours ça à particulier. Je vais payer moins cher, évidemment, ma Skoda Fabia de 2010 qu'une Mercedes Classe A de 2020. On a un peu cet échelonnage ici. On peut commencer à des modèles à 40 € par exemple en location par jour. Alors en fait, déjà pour être assuré tout risque, il faut que le véhicule ait moins de 12 ans d'âge. Très bien. Voilà. Donc on retire les toutes anciennes. Oui, d'accord. C'est mieux pour la moto. Ouais, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des véhicules qui soient non capricieux, faciles de prise en main. Si le propriétaire doit expliquer au futur locataire, pour la démarrer, d'abord que tu fasses une danse, puis après tu tournes autour. S'il y a moyen que tu prennes, mais que attention à la poignée, etc. Dans les lignes droites, tiens la fourche, s'il te plaît. Non, c'est non. Donc on veut un truc qui soit plug and play. Et du coup les véhicules sont récents. Donc pour répondre je peux pas louer une Twingo 1. Voilà. Ou alors c'est parce qu'il y a l'équivalent en moto. En moto, ouais. Une R65, R80. Des trucs, des vieilleries, quoi. J'imagine que c'est dans le contrat au propriétaire de s'assurer que la moto est conforme, qu'elle soit pas les pneus sous-gonflés ou quoi. C'est marqué, j'imagine. Ouais, tout à fait. Donc, pour que le véhicule soit onboardé chez nous, 12 ans d'âge maximum, 60 000 km au compteur, un carnet d'entretien un jour, une plaque française, et à partir de là, c'est parti. Ok. C'est vrai que après pour celui qui loue, il y a aussi cette confiance à avoir sur l'entretien du véhicule par le propriétaire, parce que une voiture mal entretenue, au pire elle s'arrête, ça c'est sûr. Au pire tu crèves, mais tu vas pas forcément dans le fossé. La moto mal entretenue. Si le mec il passe toutes les vitesses sans débrayer à la dure et qui tape dans les freins comme un gros malade, il te rend la moto qui a touché le rupteur pendant la moitié de son voyage. Voilà. 80 € bien utilisés. Et toi, tu reprends la moto, c'est dur. Ouais, c'est sûr. C'est l'image qui fait un peu peur et tout, mais c'est un peu comme quand tu loues un appart. Est-ce que tu fais une soirée mousse dedans ? Bon, globalement, non, tu vois. Ok, peut-être. Question. Non, pas toi. Non, pas de soirée mousse, certes, mais est-ce qu'on peut... Alors, ça, c'est un peu tricky d'ailleurs en termes de surveillance de la vie privée des gens. Si j'ai un GPS dans ma moto, ça veut dire que je peux suivre le gars, je sais exactement où il va tout le temps, partout. C'est un peu illégal, ça ? C'est pas illégal, c'est que toi, tu as le droit de choisir de mettre un outil pour le traquer. Tu traques ta moto, tu traques pas vraiment. Exactement. Oui. En fait, le tracker n'est pas sur lui. Donc déjà, c'est ça qui change un peu. Sauf s'il est dans le casque. Non, mais c'est vrai que déjà, ça peut être un petit peu rassurant d'avoir ce genre de système, parce qu'au moins, tu sais où elle est, tu sais à quelle vitesse elle va, tu sais comment elle se penche, tu sais tout quand tu mets ce genre de boîtier. Donc le mec, il revient, tu peux le défoncer si tu as envie. Quoi. On est en train de se pencher, donc, tu vois, dans de la R&D, comme tu disais, de débloquer les motos directement avec une app, où dedans, on aura aussi, si tu veux, le régime moteur, on aura il y a plein d'infos à récupérer. Exactement, savoir, tu vois, si elle est partie un petit peu comme ci ou comme ça, par exemple, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ces infos-là parce que il y a une bienveillance qui est naturelle là-dessus. On est là pour trouver des véhicules, aller se balader, se faire plaisir, essayer des choses, partager, parce que nous, on est finalement un fil rouge de t'emmener vivre des aventures à moto. On s'est vu aux Wheels, clairement, nos clients arrivent aux Wheels, trop contents. Est-ce que du coup, justement, ça peut pas déboucher vers une espèce de réseau social interne, ça, pour que les gens deviennent potes les uns avec les autres, qui se louent les motos et quand ça discuter sur la plateforme entre eux. On a pas mal d'histoires comme ça de locataires qui sont rencontrés avec un propriétaire, et après les gars sont donc bien entendu, le locataire a été loué une autre moto chez un autre gars pour aller rouler avec le propriétaire. Voilà. Et on a plein d'histoires comme ça parce que la moto le permet, parce que la moto c'est communautaire. Moi il m'a invité à boire un verre le deuxième après, mais j'ai dit non. J'allais dire on veut pas. Dommage. On te salue, c'était là. Voilà. Du coup tu as mis une mauvaise note. Ça dégage. T'en as plusieurs toi des motos, Alison, ou t'en as qu'une ?
Mais en vrai, j'en avais 3. Et sur les 3, la piste, je peux pas. Et l'autre, elle a plus de 30 ans. T'as toujours ton café race. Mais mon café race, de toute façon, je viens de le vendre. Donc voilà. Ouais, ça tourne vite, dis donc, ces histoires. Oh, ça fait quand même 5 ans, cette histoire d'amour. Dit-il avec ça ses fait 3 quand même vélos 5 ans. Hein, voilà, donc bon. Mais en tout cas, toi, ça t'a convaincu. Tu en mettras tes motos à louer. Tu en loueras bien aussi sûr, via cette appli. Parce que même si ça peut faire peur et que tu peux dire plein de choses, moi jamais, je suis désolée, mais quand ma moto est dans le garage la plupart du temps et que je me fais 6-7 grosses balades avec seulement, et que la plupart du temps, en plus dans mon cas de figure où je suis quand même tout le temps les fesses sur une autre moto parce que c'est un peu mon boulot de faire des essais, donc je suis pas si souvent que ça sur la mienne, et franchement plutôt qu'elle pourrisse dans le garage tout le temps la batterie que tu sors, tu charges, tu machin, que tu truc, si ce n'est ceux qui m'ont dit oui mais regarde t'es consommable, ça fait partie du prix de la location, bien évidemment que sur l'ensemble de la location t'en as un bout, ça va être pour changer à un moment donné tes consommables et l'autre partie dans ta poche, donc c'est ni plus ni moins qu'un mini. Tu gagnes 500 balles par mois, ça va, tu peux lâcher un pneu de temps en temps, ça va pas non mais voilà, c'est à un moment donné forcément si tu peux pas être 100% gagnant, hein, c'est comme donc bon, écoute, moi je suis convaincue. Franchement, ouais, et de toute façon, je n'aurais pas fait venir et me proposer ça si je trouvais pas que c'était une super idée au nom de. Bienvenue, c'est de la merde, on va en parler. Allez, viens, on va chercher. J'entends tellement de gens qui me disent, j'hésite à la vendre parce que je m'en sers jamais, ou tu vois, enfin, typiquement, le nombre de personnes aujourd'hui dans mon cercle d'amis qui deviennent parents, tu vois, et qui me disent, maintenant, je vais pas trop la sortir, tu sais. Ça peut être le bon plan. Merci Nicolas d'être venu sur ce plateau. Très intéressant. Je viens de télécharger l'application, donc crois-moi bien que dès que je vais dans le sud, et surtout, s'il y en a qui ont des questions, ils n'hésitent pas à te contacter du coup. Bien sûr, ouais, sur un peu partout sur tous les réseaux, mais contact@riderclub.fr, c'est parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être passé. On va continuer nous avec les news. On vous rappelle du coup Rider Club, l'application si vous souhaitez louer une moto près de chez vous. On est parti, c'est les news jingle. Je suis bien content de connaître cette application. Connais-moi bien. C'est vraiment bien. Je disais ça va devenir une raison d'aller dans le sud puisque régulièrement ma femme va voir sa famille dans le sud et moi en général je me dis écoute, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai du boulot, j'ai machin, tiens, je vais peut-être en profiter pour aller voir ma famille à moi, je sais pas. Bref, je délaye un petit peu, pas que j'aime pas sa famille, mais bon, t'es pas chez toi, qu'est-ce que je vais foutre pendant 3 jours ou pendant 2 semaines? Mais là, finalement, si je me dis, j'y vais. Et tu peux faire un tour de je loue une moto. Attends, elle est où dans le Va voir ta famille, moi, je vais. Elle est à Nice. Il y a de quoi aller faire des petites routes, hein, donc. Sympa. Vas-y, va voir ta famille, moi je vais faire des tours de moto. Je pense qu'il y a un club, tu loues des motos, tu te fais des potes et c'est parti. Et l'apéro, et voilà. L'apéro après la moto, évidemment. Après la moto, le soir. C'est ça, et puis vous dormez sur place, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Allez, on va partir un petit peu sur l'actu de la semaine. Allez, on va faire un petit peu au pif, comme ça, on va se balader, histoire de donner un peu la parole à tout le monde. On va commencer par Franck, peut-être. Oui, c'est celui qui n'a pas encore trop parlé pour le moment. Bon, quand même. De quoi on parle alors? De balles perdues C'est toi qui décides, j'ai envie de te dire. Les balles perdues. Alors, balles perdues, film sur Netflix qu'apparemment tout le monde n'a pas vu, puisque tu ne l'as pas vu. Vous l'avez vu? Non. Voilà, c'est bien. Quelle est l'histoire? C'est quoi? Balles perdues, on peut balancer pendant que je parle la bande-annonce. Je t'avais mis le petit lien dans le runner. Balles perdues, c'est l'histoire donc de Alban Lenoir, donc l'acteur, qui s'appelle Lino dans l'histoire, qui est un préparateur de bagnole. Là, on le voit avec une Clio où il y a un moteur de Lamborghini à l'arrière. Le mec a essayé de monter ça pour faire un casse, mais c'est raté. Du coup, il se fait arrêter par Ramsey et qui lui donne un peu sa deuxième chance en lui disant « Mais toi, t'es doué pour préparer des caisses. Nous, on a des go-fast qui nous font chier. Prépare-nous des caisses pour qu'on arrête les go-fast. » Donc le mec prépare une flotte de bagnoles et alors je vais pas vous raconter tout le film, mais il se passe pas mal de choses et à un moment donné les gentils sont peut-être pas si gentils que ça, les méchants non plus, on sait plus qui est qui et non vraiment c'est un polar français mais d'action. Digne un peu des meilleures productions EuropaCorp, etc., mais fait avec un budget rikiki. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont réussi à passer. C'est des gars qui, à la base, faisaient des courts-métrages et qui sont fans de films d'action depuis toujours. Et ils ont présenté un court-métrage qu'ils ont réussi à tourner dans le sud de la France, dans une ville qui leur a laissé les rues bloquées exprès. Et Netflix a dit, banco, allez, on vous laisse faire un long métrage. Ça, c'est le trailer du 1, ça. Ça, c'est le trailer du premier. Alors, il y a beaucoup de bastons, comme vous pouvez voir. Ouais. D'ailleurs, l'acteur fait la plupart de ses cascades lui-même parce qu'il s'entraîne énormément justement au sport de combat, etc. Ouais, j'irais pas lui mettre une patate. Il a l'air d'avoir des épaules.
Ouais. C'est un film qui se laisse vraiment bien regarder, donc qui est sorti il y a bientôt 2 ans, et là, ça y est, c'est la suite qui sort le 10 novembre. Donc on peut lancer également la bande-annonce. Oh, génial. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans le 2 ? Parce que du coup, il a déjà fait des bagnoles pour attraper les go-fast. Ouais, mais du coup, sans spoiler le 1, c'est dur à dire quand même. Ah, d'accord. Mais c'est la suite directe. En fait, tu nous conseilles de regarder le 1. il vaut mieux regarder le 1, mais on peut quand même regarder la bande-annonce du 2 parce que le gros twist du 1 ne sera pas spoilé dans la bande-annonce, heureusement. Ok. Bon, bah, voilà. Moi, le truc de la fin, c'est plutôt radical. Non, mais attends, alors. Moi, perso, oui, ok, c'est un peu too much, mais. On aurait pu faire une Alonso. Putain, pour une fois, depuis Taxi, on a enfin une caisse customisée dans un film. Ouais, c'est vrai. C'est pas filé. C'est vrai. Et donc, dans le premier, c'était une R21 rouge, comme vous avez pu voir, turbo. Qui est censé être une ancienne voiture de BRI, puisque les voitures de gendarmes à l'époque, ils roulaient toujours avec les voitures les plus puissantes de l'époque. Donc à un moment donné, la R21 Turbo a servi pour la gendarmerie et les polices en brigade rapide. Donc il a une R21 Turbo rouge sur laquelle il met un énorme pare-buffle justement pour arracher les trains arrière des bagnoles. Et dans le 2, il customise encore plus, il l'a pas en bleu gendarmerie et il met cette espèce de système digne d'une DeLorean, là, parce qu'il y a des tuyaux partout autour de la bagnole. Et moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'ai rencontré le réalisateur, j'ai dit, est-ce que c'est un hommage assumé à DeLorean ? Le mec m'a dit, bah oui, carrément, ça me fait kiffer et tout. Et à l'intérieur, il y a des boutons partout, pareil. Enfin, franchement, moi je kiffe. Au-delà de ça, au-delà de la bagnole, l'histoire est assez bien amenée. La réalisation, parce que j'ai vu le film, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avant-première. D'ailleurs, Netflix, ça vous est déjà arrivé de voir un film en avant-première grâce à Netflix ? Non, je savais même pas. D'habitude, quand tu vois un film en avant-première, que ce soit Warner, Universal, ils t'envoient en fait une version, soit un lien avec, tu dois rentrer un mot de passe et tout, soit ils t'envoient un screener, c'est genre un fichier, tu regardes sur ton PC. Là, Netflix, ils font ta Netflix, vas-y, t'allumes ton Netflix, et le film, il est là. Wow. Et genre, il y a ton nom qui se marque en gros, comme ça, si tu prends des photos, tout le monde sait que c'est toi qui as. Ah ouais. Mais non. Voilà. Oh la classe. Non, oh la ils sont dans le futur, les mecs. Mais donc voilà, donc le film est franchement cool. C'est le 10 novembre sur Netflix, donc voilà, vous pourrez le regarder. Et donc pour le moment, de ce que j'ai vu, j'attendrai de voir un peu le jeu d'acteur, puisque l'actrice qu'on voit à un moment dire c'est maintenant, Lino. Ouais, la conviction, t'as pas du tout l'air dans l'urgence, meuf. T'es quand même en train de faire péter des bagnoles, faut y aller. Alors, non, mais ce qu'il y a, non, mais je vois tout à fait ce qu'il dit. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est la seule phrase qu'on entend, je crois. C'est ce que je dis. C'est un trailer. J'attendrai de voir le film. Ils ont enlevé tous les bruits qu'il y a autour. Alors que dans le film, tu l'entends, elle dit ça, mais ça pète autour, machin, donc ça passe. Là, c'est vrai qu'ils ont coupé tout le son à part sa voix pendant 2 secondes, donc ça fait un peu bizarre. Ouais, puis il y a autre chose, c'est qu'on n'arrête pas de dire à côté des films américains, sauf que ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est parce qu'on a du doublage aussi en France et qu'on a la chance d'avoir des doubleurs exceptionnels en France qui font un travail de ouf, qui est même mieux parfois que les gens qui regardent. Tout le monde dit le VO. Bah, enfin, on a un travail exceptionnel sur les doubleurs en France qui font aussi du théâtre à côté souvent pour faire quelque chose de canon. Et en fait, ils adaptent leurs paroles au film. Donc ça colle encore plus presque que les acteurs quand ils sont en train de faire leur texte. Et ça, je pense qu'on l'oublie un peu souvent aussi. Voilà. C'est vrai. Souligner les doubleurs. Le bel art du doublage. Les doubleurs. Et donc voilà. Et c'est le 2e opus d'une trilogie. Netflix a signé pour 2 autres épisodes après le premier. Donc là, il y a le 3e qui sort normalement d'ici 1 an pour clôturer l'histoire. C'est pas plus mal de savoir à l'avance combien tu vas en faire. Ça te permet quand même d'écrire un scénario qui se tient sur la trilogie. Fast and Furious 10. Voilà. Il y a toujours des idées à faire. Tant qu'il y a du pognon à faire, on trouve des idées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, balle perdue sur Netflix. Voilà, vous savez quoi regarder ce soir, les amis. Ken. Oui, bonjour. On va parler de vélo, j'imagine. Ah, éventuellement. Ou du salon. Désolé, on vous emmerde. On va revenir sur le salon. Oui, on va parler de vélo, mais de vélo un peu particulier, puisque en ce moment se mène une guerre absolument extraordinaire sur une catégorie de vélos électriques, les vélos dits hybrides. Qu'est-ce que c'est un vélo hybride ? C'est un vélo électrique, mais qui ne donne pas du tout l'air d'être un vélo électrique. Comme au Tour de France. Donc ça veut dire qu'ils ont moins d'autonomie, moins de puissance, mais il y a quand même un petit moteur ? Eh bien, pas du tout. Justement, Maxildan, tu vas le voir. On va commencer par le nouveau Doman Plus. Donc le Doman, c'est le vélo d'endurance de chez Trek haute performance. Il a une version électrique qui s'appelle le Doman Plus, et dans la version SR, voilà, vous pouvez voir le vélo ici. Ceci est un vélo électrique. Stylé. Tu regardes le truc, tu te dis mais... Donc le cadre entier est une batterie, c'est ça ? C'est ça. Elle est où la batterie ?
il est où le moteur? Où est-ce qu'ils ont caché ça? C'est assez incroyable. Alors tenez-vous bien, les performances sont quand même assez ouf. Hein. On annonce 50 Nm de couple, de 100 à 150 km d'autonomie pour la batterie et une puissance développée sur l'électrique de 250 watts maximale. Pour un poids, tenez-vous bien, de moins de 12 kilos. Un vélo le prix électrique. Au secours. C'est pour ça qu'on appelle ces vélos un peu les vélos hybrides. Donc lui, il est équipé d'un moteur qui s'appelle le TQ HPR 50 pour le nombre de Nm qu'il est capable justement de développer. Et c'est un moteur donc directement intégré dans le moyeu de pédalage, quasiment invisible, car les moteurs sont de plus en plus petits et de plus en plus légers et s'intègrent de mieux en mieux au cadre de ces vélos. Et quand c'est développé avec les constructeurs, il est quasiment impossible de voir que le vélo. Donc voilà ce moteur, tu vois, c'est le moyeu complet. Hein. Donc on montre un peu comment est-ce que ce dernier fonctionne. Et en vrai, sur le vélo, une fois que le boîtier de pédalier est branché, que tu as ta transmission et tout, tu ne le vois quasiment pas. Il est directement connecté à cette batterie-là qui, elle, va être juste mise à l'intérieur du cadre du vélo. En étant la batterie n'est pas invisible. Interchangeable. Elle est interchangeable. Il faut juste démonter dessous le vélo une trappe qui te permet de retirer la batterie du vélo. Elle est interchangeable tout à fait et elle peut même s'additionner d'une batterie supplémentaire que vous pouvez installer sur votre porte-bidon, ajoutant 50 km d'autonomie à votre vélo. Alors évidemment, augmentant aussi le poids, puisque c'est une batterie qui pèse plus de 2 kg. Mais... Donc c'est soit tu bois, soit tu pédales. Tu peux pas faire les deux. Exactement. Faire une batterie dans la remorque derrière. Exactement. Alors c'est des batteries qui étaient à la base utilisées beaucoup sur les mountain bikes, donc sur les gros VTT, parce que c'est là aussi où la puissance électrique sert énormément. On a besoin de beaucoup d'efforts pour passer des grosses difficultés. Mais ça arrive de plus en plus sur le vélo de route et ça change complètement le game du vélo de route. C'est quoi la commande walk? La commande walk, en fait, le haut et le bas, c'est juste histoire de changer la puissance du moteur ou la demande du moteur. Donc en mode éco, tu dis que tu as déjà 150 km d'autonomie, tu es bien. Alors évidemment, on est limité à 25 km/h, mais les petits malins le savent très très bien. Ça se débride. Un petit dongle acheté sur un site, Alibaba. Et en avant-guingant, il n'y a plus de limitation de vitesse et tu peux rouler à 60 km/h pleine balle tranquille. Ce qui est très intéressant avec ces vélos, c'est comme ils sont déjà légers et aérodynamiques, en fait vous allez vous taper des performances de vélo de route quasi identiques. Dans les côtes, le poids vous handicape, mais le moteur électrique compense. Ainsi, vous allez mieux vous en sortir lorsque vous avez les côtes. Sur le plat, vous allez atteindre les mêmes vitesses que sur d'autres vélos, même sans assistance électrique, parce que les transmissions sont là, l'aérodynamique est là, et la position de conduite est là. Son concurrent, alors ça, d'après vous, en entrée de gamme, haut de gamme, on est sur des gammes de prix vers quoi? On va parler du prix, mais il y a un truc que j'aimerais bien savoir après quand même, mais on va parler du prix. Je vais dire 4000. 4000 €, ouais, c'est déjà très cher pour un vélo électrique. Franchement, maintenant, ils sont fous. Je dirais plus que 4000. Je dis 8. Ouais. 8, on a des fous ici. 7 000. 7 000. Entrée de gamme, 8 000 €. D'accord. Haut de gamme, 15 000 €. Donc en fait, c'est ça, j'allais te dire, bon, ça a l'air trop bien, donc quel est le piège? Le piège, c'est le prix. Le piège, c'est que ça coûte 15 000 balles. Oh la vache, c'est déjà. En gros, c'est exactement comme si tu prenais le vélo performance du Tour de France le plus ouf, qui coûte déjà 12 000, tu lui rajoutes 3 000 balles dans la tête. De toute façon, avec l'électrification du système, ça coûte une fortune. Mais. Qui achète ça? C'est un dentiste zélé, quoi. Un dentiste zélé, tout à fait. Des personnes qui ont les moyens de pouvoir se prendre. Et surtout des personnes qui ont les moyens, mais flemme franchement de faire des efforts. Et tu veux quand même de la haute perf. C'est super bien adapté. À partir d'un moment, 8 000 € pour certaines personnes, c'est malheureusement pas grand-chose. Oui. Ce vélo-là, si tu n'as plus de batterie, ça reste conduisible? Oui, ou c'est... Ouais, parce qu'il y en a, quand tu n'as plus de batterie, c'est un peu horrible. Parce que tu as un vrai vélo avec une vraie transmission. Si tu galères avec le poids, hop, tu changes de plateau avant, tu repasses sur le petit plateau, le grand plateau arrière. C'est franchement, sans électrique, le vélo sur le plat,
tu vois pas la diff, quoi. Ouais. Tu vois pas la diff. Et c'est ouf de voir à quel point ça transmet bien la puissance. Son concurrent direct chez Villiers, notre constructeur suisse préféré, tu adores la Suisse. Ici, mon Il n'y a très cher, toujours pas de mon très cher système Franck, qui fait que. Grave. Imagine, j'ai plus de batterie. Je coupe l'électrification, je pédale, ça recharge pas la batterie. Non. Ça, je comprends pas. Tu pourrais te mettre Quand un même, le panneau principe solaire de dans base, le dos, une tu vois. putain de Tu dynamo. descends et que tu freines, ça recharge pas. Non. C'est ouf. Non, pas encore. Le système de d'accord avec toi. récupération de freinage coûte du poids. C'est Le peut-être trop système lourd, de rechargement de la Ouais. batterie coûte aussi du poids. Mhm. Et surtout, si ta puissance de pédalage est utilisée pour recharger une batterie, tu vas forcément avoir un système qui va prendre de la puissance de pédalage et la mettre dans la batterie. Enfin, la puissance, à un moment, il faut Et du qu'elle aille coup, elle partout. va pas Du être coup, ça va pas redonnée à la derrière. roue. Donc, à un moment, si tu veux récupérer de la puissance, Je veux dire, il c'est qu'il faut pourrait à mettre un moment que système ça- qui te tu le prend, paies. Il te prend 5% de ta puissance, tu vois, donc ça recharge très lentement Moi, ouais. et ça charge. Moi, ce qui me rend fou, c'est le freinage. À chaque fois que je décélère, je perds de l'énergie et elle s'en va dans le vent. C'est vrai que j'aimerais bien récupérer cette énergie au Là, freinage. je récupère Mais les systèmes aujourd'hui de récupération au freinage sont très onéreux et surtout sont très lourds. Aucun Ouais. vélo Pour n'a ça. en voyage. Aucun vélo, pour le moment, on a ça. Aucun vélo pour le moment on a ça. Bon, peut-être certains vélos un peu voilà, mais aucun vélo en tout cas officiel n'a ça. Son concurrent, alors là c'est encore plus impressionnant, vous allez le voir, hein, c'est le Villiers Filante hybride du constructeur italien Villiers. Et regardez bien un tout petit peu ce dernier, si jamais tu peux nous afficher la page. Alors lui, pour voir que c'est un vélo électrique, mon gars, il Ouais, faut c'est clair. être, Elle est où, magique. la page ? Ceci est un vélo électrique. Starting price 9300 €. Je vous ai un peu spoilé juste derrière. Alors lui, il utilise un autre moteur électrique qui a remporté le prix de l'innovation de l'Eurobike 2022. C'est le Mahle X20. Ce moteur, comme vous pouvez le voir ici, intègre une batterie dans le tube diagonal central et un moteur situé dans le moyeu arrière. Il est donc dissimulé par votre cassette arrière, tout petit, et tu ne le vois ben, pas. C'est l'évolution du X35 qui lui était beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Là, le moteur devient plus petit, aussi puissant et entièrement invisible. C'est juste hallucinant. Même propriété que pour l'autre moteur, seulement là, on a un moteur qui est dans le moyeu arrière. Donc évidemment, on doit avoir une roue qui est directement adaptée à ce moyeu-là, mais on a des performances qui sont similaires avec un poids, mais encore plus hallucinant puisqu'on descend sous les 11 kilos. Eh ben. Là, la batterie s'enlève pas sur celui-là. La batterie ne s'enlève pas sur celui-là, par contre. La batterie, elle est 100% intégrée au cadre. Mais pareil, possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire sur le porte-bidon. On annonce 60 Nm de couple, donc des performances encore meilleures. L'avantage peut-être du moyeu arrière. Toujours les 250 Wh de batterie, de capacité de batterie, portant donc l'autonomie de ce vélo à 100 km, 70 je pense utilisable dans la vraie vie, hein, quand ils annoncent généralement 100 km. C'est minuscule. C'est minuscule, c'est minuscule. Et c'est un vélo électrique à 60 Nm de couple. Hein. Le couple est globalement ce qui va vous aider à transporter Non, le poids. C'est pas Avec un ce vélo vélo- électrique à 60 km Avec de ce coupe vélo, tu peux monter le Mont Ventoux du début à la fin. sans Ouais. effort. Sans transport. Bah, Quasiment prends une moto quasiment alors, sans bordel. effort. Prends C'est- une moto. Bah, Non, mais après, tu sans fais déconner. quand même du sport. Tu fais quand même du sport. Et puis, il n'y a pas toute Mais la oui, je pétarade. charrie, et je le- charrie. et Quand je le vois truc, le mais oui. prix et ce que tu me dis, forcément, moi je l'ai à me dire, prends pour une bécane, mais bon. J'avoue que Forcément. en fait, c'est un peu ça qui me trigger un peu. Bon, c'est un vélo, hein, c'est pas la même utilisation, on est d'accord. Mais effectivement, si ton but c'est de te déplacer sans faire du bruit et sans effort, tu prends Bon, le dernier Scoot BM. Ce vélo, c'est tu la vas même faire des mieux, efforts. hein. En plus, ce vélo, les vélos électriques sont vraiment bridés à 25 km/h. Sincèrement, avec ce genre de vélo, ce genre de performance, 25 km/h, c'est ce que tu atteins en un coup de pédale. D'accord ? Ok ? Donc, tu n'y es souvent pas. Les LED électriques servent la plupart du temps pour les côtes. Pour les côtes. Voilà. Et pour passer des difficultés. Quand tu es vraiment lourd et que les côtes, c'est pas pour toi, avoir des vélos comme ça, c'est vraiment, vraiment top. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est que ça devient de plus en plus petit, de plus en plus performant Ouais, et de c'est plus en plus efficace. Et croyez-moi, pour tous ceux qui font et qui veulent se mettre à vélo, il y en a pas mal, ils seront prêts à payer 1500 € de plus pour Je te avoir l'électrification de leur vélo. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les vélos électriques se vendent beaucoup Bien, bien. mieux que les Mais c'est vélos. ouf parce que moi je m'y connaissais pas du tout en vélo avant d'intégrer cette émission et que tu nous parles à chaque fois de vélo. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu nous en présentes un, il y a toujours plus. Ouais, bah c'est un peu, c'est pour
payer plus cher. Ouais, voilà, c'est un peu Le ça. consommateur, c'est toujours plus cher aussi. Oui, c'est toujours plus cher parce que ce qui est ouf avec ces vélos, c'est qu'ils pas forcément compris. Hein. Ils sont compatibles avec des freins à disque dernière génération, avec des transmissions électroniques. Il y a des cadres en carbone dignes du Tour de France qui sont justement intégrés. Donc voilà, on a vraiment deux philosophies de moteur, deux philosophies de vélo qui sont en train de s'opposer et les constructeurs travaillent les uns avec les autres. Je vous avais parlé du moteur Fazua là, qui équipe les Canyon, qui a été racheté par Porsche, qui veut aussi la technologie de moteur électrique de chez Fazua pour équiper de futurs vélos électriques. C'est vraiment très intéressant. Et juste pour terminer du coup sur ce sujet-là, sachez que c'est aussi donc le fameux Mahle X20, le moteur qui équipe le vélo français Origine Help, qui est le nouveau vélo électrique de la marque Origine. Et ce dernier devrait être en test dans Let's Go d'ici pas longtemps. Donc j'ai hâte en fait de tester ce moteur, parce que les moteurs intégrés dans les moyeux arrière de vélo, ça fait beaucoup débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça permet pas de changer de roue, tu vois. Tu es obligé d'avoir une roue qui pense et pensée directement pour ton moyeu. Et on voit ici, eux arrivent déjà à des 12,5 kg pour un vélo déjà bien équipé à 3 800 €. Donc on est beaucoup moins cher, avec exactement le même moteur que ce que je vous ai montré juste avant. Et quand tu regardes le vélo, pareil, tu vois pas que c'est un vélo électrique. Je peux bien faire un petit sondage dans le chat si c'est possible en régie. C'est juste pour comprendre qui nous regarde. Dans le chat, qui serait prêt, donc la réponse est oui ou non, à dépenser plus de 3 000 € dans un vélo? C'est déjà méga cher. Et en attendant qu'ils répondent, moi j'ai une question. Ça leur laisse peut-être le temps de répondre. Ouais. Elle paraît peut-être con. Ouais. Ça peut. Vous pouvez me dire que c'est con. Mais quand tu me parles de coupe, de toujours chercher la performance, etc., on parle forcément aussi de vitesse. Ouais. Au niveau des assurances, Ouais. dans ces cas-là, on est d'accord que si tu commences à faire du vélo, acheter un vélo qui coûte ce prix, etc., parce que je voyais dans le chat, ça parlait de ces motos, etc., Ouais. du coup, le vélo, ça permet de ne pas avoir tous ces à côté, mais on est d'accord que si, quand on arrive là, vaut mieux pour toi prendre une assurance à côté. Voilà. Complètement. Alors, Donc ça faut te coûte savoir finalement aussi cher. que dans le cadre des vélos électriques ou des vélos musculaires, la responsabilité civile couvre ton vélo. Ce n'est pas le cas pour les trottinettes. Et notre sponsor Assuréo, si vous achetez un vélo électrique, vous assure d'ailleurs ce vélo électrique. Je me suis renseigné parce que moi j'ai un vélo d'une valeur environ de 4 000 €. Donc pour assurer ce vélo, tout risque, vraiment tout risque, cassure et vol, il m'en coûterait 10% de la valeur du vélo annuel, globalement. Ok, je comprends. Ce qui est ultra cher, je trouve. 400 € annuels pour assurer un vélo. Ça me fait réfléchir quand même. C'est cher. Je paye moins cher. Après, c'est que 500, mais c'est X, j'étais à moins de 200 € par an. Tu vois. C'est cher. C'est moto de collection. Et c'est des assurances tu vois, où il n'y a pas de bonus. Donc ça descend jamais. Attention, si vous vous faites choper en plein accident avec votre vélo électrique débridé, que vous étiez à 60 au lieu de 25, 100% responsable. c'est pour votre gueule. Oui, bien sûr. Ouais. Après, tu seras à charge, donc tu auras une amende et une peine de prison. Par contre, l'assurance, la responsabilité civile couvrira quand même si jamais il y a des trucs. Si tu tues un mec, au moins tu paieras pas toute ta vie. Exactement. Par contre, attention, ça n'est pas le cas pour les trottinettes électriques et peu de gens le savent. Trottinettes électriques, il faut s'assurer. Ah ouais, la responsabilité civile. Si t'en prends une dans la rue, la responsabilité civile. Ah ouais, non, quand on prend une dans la rue, tu as lu le contrat de est au nom de la est au nom de la compagnie. Ça marche. Exactement. Oui, mais si tu as une trottinette électrique personnelle, t'as acheté, il faut t'assurer. Exactement. Effectivement, je pense que peu de gens le savent. Je vous propose de revenir rapidement sur le mondial de l'auto. Qu'on a 20% de oui, un vélo plus de 3 000 €. 20%. On est vraiment regardé par les CSP++. Après, sont là les mecs. On salue tous les dentistes dans le chat. Tu parles aussi de vélo électrique quand tu dis ça. Je vote ça. Je parlais surtout de vélo électrique. Oui, voilà, c'est ça. Oui. En fait, mon propos, c'est de dire, est-ce que vous êtes prêt à mettre plus de 3000 balles dans un truc qui n'a pas de moteur? Moi, je pense que le vrai client, c'est le dentiste de 60 ans qui veut continuer à faire du vélo avec son fils qui bombarde et qui fait le tour de l'hippodrome et qui va s'acheter ça pour moins se faire chier parce qu'il est vieux et qu'il est fatigué. Exactement ça. C'est totalement ça. Je reviens rapidement du coup sur le mondial de l'auto parce que on a une chronique justement liée à Assuréo juste après. Je veux juste revenir sur quelques petits. C'est dans mes news, donc tu vas pouvoir aller chercher dedans. Chiffres. Est-ce qu'ils ont publié les chiffres? On a des chiffres, effectivement, c'est là-dessus que je voulais revenir. Les chiffres du mondial, alors je peux vous les donner, c'est 400 000 visiteurs. Ce qui peut paraître peu puisqu'en 2018 ils avaient eu plus d'1 million.
Sauf que ça durait aussi moins longtemps et il y avait aussi beaucoup moins de choses d'exposées. Donc 400 000 visiteurs sur les quelques jours qu'il y a eu de Mondial de l'Auto, ça représente à peu près, je crois, 60 000 visiteurs par jour, alors que sur les précédentes éditions, ils étaient plutôt autour de 90 000 par jour, parce que ça durait 11 jours. Là, ça dure moins longtemps, il y a moins d'exposants, donc forcément on s'attendait à ce qu'il y en ait moins, mais quand même 400 000, c'est pas trop mal. Le mondial leur a coûté beaucoup moins cher aussi, parce que les autres années, ils avaient le hall 1 et je crois que c'était sur 6 halls, là il n'y en avait que 3. Oui. Là il n'y avait que 3 halls, en plus, il faut le dire, les 3 halls communiquaient mal entre eux, c'était de la merde, mais c'était quand même cool effectivement d'avoir un mondial, d'avoir 3 halls qui étaient quand même occupés par tout un tas de sociétés très intéressantes. Les Chinois étaient présents en masse. On a découvert des choses qu'on n'aurait pas vues les autres années. Exactement, on a quand même découvert 2-3 trucs. Alors moi je vais revenir rapidement sur quelques news, je vais les enchaîner un peu vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord il y a Citroën qui n'était pas présent. Ils n'étaient pas présents, mais ils ont quand même essayé d'être présents. Tu peux montrer du coup peut-être les publicités, les images qui sont dans le premier article que je t'ai linké. Je le fais dans l'ordre, hein, t'inquiète Denis, panique pas. En gros, Citroën, ils se sont dit, bon, on n'est pas au mondial, mais on va quand même essayer de communiquer sur le mondial sans y être. Donc on va parler de ce concept, le concept Oli. Et voilà la tagline. On n'a jamais fait une révolution. Tu peux descendre encore un peu parce qu'on a salon. Voilà, dans un salon. Du coup, le but, c'est de faire un peu le pied de nez voilà, au salon de l'auto. Cette pub n'a finalement jamais vu le jour. Alors, il y en avait une autre qui était prévue pour les journaux qui disait « Allons enfants de la batterie des petits jeux de mots. Finalement, ça n'a pas eu lieu puisque, a priori, les premières images qu'on fuitait du truc, eh bien, il y a eu quelques échanges très rapides qui ont été faits entre les organisateurs du salon et Citroën. Et finalement, ils ont annulé toute la campagne de communication. Sur Twitter ou quoi? Écoute, c'est pas la première fois qu'ils font de l'humour comme ça chez Citroën, puisque déjà pour le concept Ami, ils avaient blindé sur l'humour en disant bizarrement, on n'a pas viré nos designers, ou elle ressemble à un grille-pain et c'est pour ça que vous pouvez l'acheter chez Darty. Voilà, et ils avaient fait ce genre de com et ça avait bien marché pour la Ami. Ils ont réitéré ici pour ce concept. Bon, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est que c'était un peu trop agressif. Trop borderline, ok. Voilà, un peu trop agressif. Je pense que le Mondial de l'Auto a dit bon les gars, vous n'êtes pas là, d'accord, mais on essaie de pousser l'ensemble du marché, donc merci d'arrêter de nous chier dans les bottes. Stellantis, il y avait Peugeot, il y avait Jeep, il y avait DS qui était présent. C'est vrai qu'il y avait du monde de présent. Je pense qu'à mon avis, à l'intérieur de Stellantis, ils n'ont pas dû kiffer non plus. Il y a des chances qu'en interne, ça ait ouin aussi. Bref, voilà, cette pub n'a pas vu le jour, mais effet Streisand oblige. Vu qu'on ne l'a pas vu, eh bien finalement on la voit encore plus. C'est normal. C'est vrai. Très bonne pub qui n'a jamais été diffusée, mais cher du coup. Et voilà. C'est classique. Les Chinois étaient présents du coup sur le mondial de l'auto et on a vu des modèles qui étaient vraiment stylés, vraiment intéressants. Le Shanghai de l'auto. D'extérieur, c'était impressionnant. L'intérieur, c'était super bien équipé. Les finitions étaient bonnes, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser. Mais il y a un hic. C'est que nous, on voit ça et on se dit, c'est vachement bien. Ils copient les bagnoles de tout le monde, ils font tout en mieux, en moins cher, c'est trop bien. Eh bien, il y a un mensonge là-dedans. C'est que c'est pas moins cher. En fait, c'est pas vraiment moins cher. C'est pas vraiment moins cher. Alors, on va quand même se mettre d'accord, c'est moins cher que ce qui existe. Mais c'est pas beaucoup moins cher. Là où on pourrait s'attendre, j'en sais rien, à un véhicule qui coûterait normalement 60 000 balles et dire mais chez les Chinois c'est 35, tu vois. Eh bien, pas vraiment. En fait, un véhicule que tu paierais. Alors, je crois qu'ils ont donné exemple, par exemple, pour ce véhicule-là. Tu as un exemple de véhicule qui coûterait 70 000 sur le marché européen. Eh bien, quand c'est fait avec des constructeurs chinois, c'est plutôt 60 000. Bon, c'est moins cher, certes. C'est pas non plus 2 fois moins cher. Mais tu sais quoi, Max? En fait, ces prix-là, ça les crédibilise. Oui, parce qu'ils se disent, c'est pas du toc. Exactement. Vous mettez quand même un et tarif ils sont quand même moins chers. C'est pas con. Mais ils sont crédibles. Et en plus, ils margeront plus comme ça. Donc ces prix-là, ça les crédibilise. Ils n'ont pas besoin d'être 30 000 balles, tout le monde dirait. Bien sûr. Ils ont une avance de 10 000 balles de moins, tu les prends quand même. Tout à fait. Et en vrai, ils ont une avance de ouf sur l'électrique, les constructeurs chinois. Et ils sont sortis de leur période. Je fais que des copies de trucs qui fonctionnent un peu pétés. Il y a quand même
Il y a des inspirations. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils bossent avec des vrais franchement. designers. Ouais, ils bossent avec des Avant, vrais designers. ils copiaient ce que faisaient les autres. Oui. Maintenant, ils embauchent des designers pour faire Oui. un truc un peu différent. En vrai, ils ont beaucoup de talent, mais voilà. Et tu vois, je te donne un exemple. La BID, Build Your Dreams, Ouais. Atto 3. Ce nom, Donc c'est un SUV compact électrique qui coûte à peu près 40 000 €, avec C'est- des batteries de 50 kWh. Donc c'est la concurrente de la Model Y, c'est ça? Alors, c'est pas les concurrentes qui me sont citées ici. Non, parce que Model Y, je pense qu'elle est plus grosse. Plutôt une ID4, ok. Voilà, exactement. Là, ce qu'on nous cite, c'est si tu prends des batteries de 60 kWh, ça va te coûter un petit peu plus cher, Oui, puisqu'elle c'est va être à peu près 44 000 €. Ok. D'accord. Eh ben, ça reste pas très cher, mais en fait, si tu regardes par rapport aux marques européennes, bah, par exemple, une Skoda Enyaq 4, je ne sais pas Ouais, si ça se prononce, ouais. Enyaq, Ouais. de 60 kWh aussi, bah, elle est à 44 580. D'accord, ok. Donc en C'est le fait, même tu prix. économises 1000 balles. Ouais, Donc c'est pas quasiment le non même. plus une dinguerie. Par rapport à la ID4 de Volkswagen, qui a une 52 kWh de capacité, 43 000 €. Donc Ok. en fait, par Ok, rapport à la c'est le même capacité, tu es à peu près au même prix. La Hyundai Ioniq 5, c'est pareil. 58 kWh et avec à peu près un même niveau d'équipement, tu es à 46 500 €. En fait, la seule chose qu'ils ont vraiment en plus, c'est que c'est peut-être parfois légèrement moins cher, mais c'est surtout que pour le même prix, à l'intérieur, tu as plus d'équipement. Tu as souvent plus de connectivité. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est Nous, quand chez même nous, le on aime bien faire payer le moindre équipement, la peau des fesses. Voilà. C'est le cas pour énormément de véhicules, en tout cas sur toutes les marques chinoises qui étaient présentes, parce qu'il y en avait un paquet sur ce Et salon. vietnamienne. Il y avait Vinfast. Oui, c'est vrai. Chinois. Ouais, Oui, ouais, non, il y en avait un paquet. Tout ça pour vous dire, j'arrêterai là-dessus, que si à un moment vous êtes tenté de prendre un véhicule d'un constructeur chinois, partez pas bien en tête de vous dire bah, c'est forcément le feu parce que c'est moins cher. Vous risquez d'avoir une petite surprise sur la facture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a vu Dacia aussi au Mondial de l'Auto Ouais. qui présentait Dacia. de nouveaux Il y véhicules, avait qui plein de présentait son voitures nouveau sur leur logo. Ouais. Il y avait énormément de véhicules sur stand. Et en vrai, même moi qui suis le premier à chier sur Dacia en disant C'était c'est des pots de pas si yaourt mal. Et pas avec un moi. permis, quoi. Et ben franchement, je Tu trouve sais que que je le suis en train design d'en de leurs acheter caisses, une, hein. elles sont pas mal. Ah ouais? Pour la petite histoire, je suis en train d'acheter une Dacia Duster pour faire tout un système de van tout à l'arrière. Et j'étais pareil que toi. Moi, Dacia, c'était vraiment la marque. Tu sais, t'en rigoles, c'est moche, mais c'est Ouais. pas cher, ça a le mérite de pas être cher. Je trouve qu'ils ont fait un gap de ouf. Avec Et le je premier trouve Duster, trop déjà, bien. ils ont step up parce que Ouais. la carrosserie était belle. Et là, la nouvelle face avant, et comme tu dis, le nouveau logo qui Le ressemble nouveau à logo, il est Cyclopiste. stylé. Ouais. Ça fait très tech. en fait. Ouais. Et mais- regardez ce fourgon. Ouais. Oh. Trop stylé. Oula, pas si Dacia mal, ça. réfléchirait en ce moment à ajouter un nouveau véhicule à sa gamme qui serait Ça, tout c'est simplement beau, ça. Apparemment, Un fourgon vocation Dacia. militaire vu la couleur. Ouais, non, mais c'est original. Tu vois, en avec vrai, le logo ça, écrit sur le côté comme ça. Je trouve qu'il a de la gueule. Ça Ben, fait je suis futuriste, on d'accord. dirait Mais cyberpunk là, un peu. ça fait militaire, grave, un peu même. Ouais. Ça fait un peu style militaire, chasseur, etc. Enfin, les C'est gens la qui ont couleur, envie d'aller faire. Mais voilà, Bravo, quoi. l'idée c'est d'aller profiter en fait de la plateforme technique du Renault Trafic et d'en faire un véhicule qui coûte bien moins cher Ah, que le c'est un Renault proto, Trafic. Tu ça va m'étonnes. sortir, ça. Bah, Mais où écoute, sont les on batteries, n'a là, pas le encore, plancher c'est pas vraiment Parce une que jusqu'alors, en officialisation long, ils totale. ont que le jogger, je crois, non? Moi, tu vois, la phrase que j'ai, c'est Dacia serait en train d'étudier la faisabilité. Ça Donc, serait- ça on serait- n'y est pas tout à fait. Ça Ouais. serait électrique, ça, ou pas? Ou pas du tout? Une excellente question, je n'ai pas la réponse. Juste, moi, j'ai un petit coup de gueule quand même à formuler sur Dacia, vite fait. J'aime bien la philosophie, mais Plutôt hybride, a priori. plutôt hybride, d'accord. En vrai, Dacia, pour moi, c'était une marque qui allait à l'essentiel. Et aujourd'hui, dans l'automobile, il n'y a quasiment plus aucune marque qui va à l'essentiel. 4 roues, un moteur qui consomme peu, un volant, c'est parti, on y va. Et là, dans les nouveaux modèles de Dacia, bah, je trouve qu'il n'y a plus cette philosophie. Et Il tout y a, le monde veut monter en il y a gamme. trop d'équipements. Ouais. Il y a trop d'équipements. Sur l'équipement, oui, mais par contre, si tu regardes, typiquement, moi, le Duster, il y a un truc qui m'a étonné. Après, quand tu prends le prix comparé à d'autres, un peu style 4x4 SUV, tu comprends. J'ai ouvert un peu là où tu as la roue de secours, tu vois, et j'ai vu le polyester apparent. Mais dégueulasse, hein, tu vois. Genre vraiment, tu fais ça, sur le coup, j'ai Ouais, dit il au gratte vendeur. parce qu'il se voit pas, quoi. Voilà. Exactement. Sauf que, à un Il moment lui donné, dit, c'est ah normal. bah, 10 000 balles de moins. Hein. Oui, mais il me le dit. Il me dit, bah oui, mais aujourd'hui, un Duster, ça coûte pas cher comparé à ce qu'il y a sur le marché en face. Et c'est vrai, et de toute façon, ce truc-là, je vais le faire sauter parce que moi, je veux me faire mon Elle va faire la aménagement. salle de bain. Mais il y en a beaucoup, et tu regardes, moi j'ai déjà contacté des sociétés qui proposent de l'aménagement voilà, de vannes, etc., dont des Dacia. Il y en a un qui est spécialisé un peu dans tout ce qui est style Dacia.
Et alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi sur le côté accessoires, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la demande, elle est beaucoup là. Oui, c'est ça. Par contre, sur tout ce qui est encore plastique, matos et tout, je trouve qu'ils n'ont pas fait d'efforts sur plein de trucs, mais en même temps, ils Donc, ont raison de l'honneur pas le est faire sauf. parce qu'on s'en fout. Ouais, T'as fait quoi? Je dis l'honneur est sauf, c'est encore de la merde. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Mais voilà, écoute, on le sait régulateurs quoi. de vitesse intégrés, même les écrans. Les écrans Ouais, mais est-ce que c'est Apple pas. Auto, Android Auto, on sent. Enfin, Non, mais ils ont rajouté, mais je suis sûr que si tu veux le modèle de base, Ouais. ils font encore la Dacia pourrie avec Non, rien. pas sur les Mais derniers, non. Parce que Non. nous, on a regardé pour les Mais équipements non. et Alors, tout. peut-être Et que du plus coup, personne ne veut un modèle de tu base. tapes avec peut-être une juste ça. Dacia, entrée de gamme, t'es 15 000, 17 000. Alors qu'avant, Les moi, je Duster, T'es à moins de 1000 balles. Ah ouais, je les pouvais avoir derniers. ma là. Dacia à 9 000. La Logan. 4 roues, un volant. C'est impossible aujourd'hui d'avoir une Dacia à 9 999 Je ne euros. crois pas. J'ai essayé avec le Sandero, moi, déjà, il y a 3 ans, d'aller voir un peu en concession. Non, même le tout petit Sandero, c'était 12 000 balles. Voilà, vous ne pouvez plus rouler en poubelle, les amis. C'est terminé désormais. Ah, ça Vous donne êtes juste obligés d'avoir envie une Oui, non, mais d'acheter des attends, tu sais Twingo quoi, et ils font des études de entretenir, marché hein. quand même. Je pense que c'est juste qu'à mon avis, il n'y a personne qui veut ça aujourd'hui. Peut-être que 15 Ouais. 17 000, Ils se sont peut-être rendus compte c'est que personne l'entrée. les achetait aussi. Ouais, C'est si, vrai. si la version à 9 c'est 000 vrai. balles, c'était 1% de leur C'est vente, vrai, Ouais, ils se sont rendus compte que tout le monde prenait la version à 15 000 Ouais. parce qu'ils prenaient quand même un minimum d'équipement. Bon, on Mais arrête du de coup, faire la pas c'est chère. un peu dommage parce que leurs voitures prennent en poids, prennent en taille, prennent en gabarit. Et voilà, elles consomment plus. Eh ben, les gens veulent pas un vélo. Plus cher. Ken. Je suis désolé. Ouais, c'est con. Les gens veulent pas un vélo, mais par contre, ils veulent peut-être une assurance. Oh, Ah, quelle transition! Vous le savez désormais, cette émission est sponsorisée par Assuréo, l'occasion pour Nanix d'aller tourner quelques reportages. On va donc se regarder une petite vidéo. On revient juste après ça. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre de Let's Go, on se retrouve à l'école de conduite française pour un petit stage de prévention de sécurité routière. Genius, oui. Tu vas être mis dans une voiture sans permis, tu vas apprendre à conduire sur la route. Tu te sens prêt? J'ai hâte. Tu as hâte? Je n'attends que ça. Moi aussi j'ai très hâte, croyez-moi. Bonjour Nassim. Salut les gars. Comment tu vas? Bienvenue. Je te présente Genius. Ouais. Alors Nassim, dis-nous tout. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici au sein de l'ECF? On veut tout savoir. Alors, je m'appelle Nassim, du coup je suis enseignant de la conduite et de la sécurité routière, donc je fais ça depuis 12 ans, donc je travaille ici à l'ECF Paris 12e. Mon métier c'est simple, ça consiste tout simplement en former les gens, les sensibiliser. Ça peut être aussi des demandes type le permis AM, des actions de sensibilisation, de formation au quotidien. Je te présente un peu nos profils. Moi, j'ai mon permis depuis 20 ans. 20 ans. Mais je fais plus du vélo maintenant. J'ai abandonné la voiture. Lui, il a ni son code. Il a ni jamais conduit une voiture proche de sa vie. une fois. Le pauvre Genius. Est-ce qu'il y a quand même des moyens de le mettre dans une voiture de façon sécurisée? Ouais, alors après il faut pas trop être surpris par ça, parce que c'est vrai que l'âge moyen auquel on s'inscrit au permis aujourd'hui recule vachement, parce que finalement dans les grandes villes, on a quand même beaucoup de moyens de transport. Ouais. Puis l'idée réelle de la mobilité, elle est plus forcément dirigée que vers le véhicule. C'est vrai. Les gens optent beaucoup pour des nouveaux moyens de mobilité, comme la trottinette, comme le vélo. On voit que c'est de plus en plus ludique. Maintenant, pour passer son permis voiture, il n'y a aucun problème. On peut s'y prendre à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. On réussira dans tous les cas, parce que la formation, elle va être adaptée, elle va être personnalisée. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'à l'âge de 30-35 ans, on a peut-être plus la maturité pour le passer aussi. C'est une grosse responsabilité, la C'est conduite. vrai. Tu vois, C'est vrai. j'ai attendu. C'est vrai. Moi, mature, c'est ce qui me définit le mieux. C'est l'objectif Exactement, numéro 1. exactement ça. Alors là, on va parler un peu du permis AM. Ouais. Pourquoi on parle de permis AM, sachant qu'on va aller dans une voiture qu'on appelle souvent des voitures sans permis? Ouais. Alors en fait, si tu veux, avant, on pouvait conduire des véhicules à partir de l'âge de 14 ans, donc c'était des petits scooters. Ouais. Donc, Ouais, je sais pas si en tu fait. te rappelles, quand on était jeune, on a passé un petit peu des attestations à Le l'école. BSR et tout. Exactement. Et ben en gros, le BSR, donc le brevet de sécurité routière, a été transformé en permis AM. Ok. Donc tout simplement parce que quand tu étais à l'époque où tu avais le BSR et tu n'avais pas de formation particulière, il suffisait juste d'avoir atteint l'âge et puis d'avoir obtenu cette petite attestation qu'on obtient au collège finalement, Ouais. et tu pouvais te mettre sur la route avec ton petit scooter et puis conduire librement à partir de l'âge de 14 ans. En fait, aujourd'hui, quand tu veux conduire sur ce type de véhicule et que tu es né donc en 87 ou avant, effectivement, tu n'as pas l'obligation de suivre cette formation, tu peux acheter ce véhicule. C'est fortement recommandé parce que mine de rien, tu vas aller sur la voie publique, tu vas aller avec les autres. Si tu connais pas les règles, si tu sais pas
forcément comment les autres peuvent se comporter, tu peux vite prendre des risques. Oui, c'est pas genre j'ai 14 ans, j'arrive, je t'offre une voiture et amuse-toi sur la route et c'est la folie. Tu dois quand même avoir des règles et apprendre un petit peu comment ça se passe. Ouais, carrément. Et puis après, c'est dès 14 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'enlever un petit peu les pressions dans l'esprit et puis de se dire, vivre ensemble finalement, c'est aussi respecter des règles, c'est savoir comprendre le comportement des autres. Il n'y a pas besoin de passer son code pour avoir le permis. Non, du tout. Effectivement, il n'y a pas d'obligation d'examen, donc il n'y a pas de validation qui se fera par un examen du code ou bien par un inspecteur du permis de conduire. C'est aussi ça le côté ludique et le côté décontractant pour les gens. Justement, même si on est plus en sécurité dans une petite voiturette, les parents de Genius ce matin, ils étaient un peu flippés à l'idée d'avoir ce zigoto au volant. Moi, j'ai jamais conduit. D'une voiture, il a jamais conduit. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la voiturette, le côté pratique, c'est que déjà tu commences avec un enseignant. Bon, donc déjà la formation, t'es pas tout seul dans la voiture, on te donne pas la totalité des responsabilités de la conduite au départ. On a une petite partie théorique qui permet en salle déjà de proposer des questions, de proposer des contenus, de valider avec la personne les comportements et les bons comportements sur la route. Et puis ensuite, une fois en voiture, on a des méthodes forcément de coaching, d'accompagnement. On est là pour rassurer les personnes, on n'est pas là pour atteindre la perfection. À partir d'un certain âge, on commence à mieux comprendre les situations, même si on les appréhende toujours un petit peu. Il y a des conseils que tu donnes aux élèves que tu as qui suivent cette formation? Déjà, c'est au départ commencer à faire des trajets qu'on connaît très bien. Voilà, conduire un petit peu en bas de chez soi, s'habituer à sa voiture, s'habituer à être seul dans la voiture. Donc pour ça, on n'a pas besoin de trop s'éloigner. Je pense qu'au contraire, au départ, il faut être dans un environnement qui rassure. Donc beaucoup de stationnement en bas de chez soi. Et puis petit à petit, commencer à s'éloigner vers d'autres trajets qu'on identifie aussi à l'avance, préparer les choses à la maison. On a tendance à répondre un petit peu à la place des autres, à s'imaginer que dès qu'il y a quelqu'un derrière nous, on va le gêner, etc. Alors, c'est clair que la voiturette, elle a des capacités d'accélération qui sont différentes des autres. Donc forcément, dans certaines situations, c'est des paramètres qui rentrent en compte. Quand tu veux analyser, quand tu veux t'insérer, quand tu veux passer une intersection un petit peu sensible, des ronds-points, des giratoires, etc. Tu es prêt à former un peu mon ami Genius là? Le petit bolide nous attend, il est juste devant. On prend la route? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vous suis. À tout à l'heure. Allez, à tout. Alors, donc au fur et à mesure on va sortir là. Ouais. Alors je vais te guider. Ouais. Oh là, attention. Là, je fais droite. Tourne le volant à fond à droite. Pas trop. Pas trop. Parfait, nickel. Ok. Attention, pas trop. Ouais. Regarde, je suis avec toi, regarde, je mets ma main. Ouais. Comme ça t'es tranquille. Là, je suis bien par rapport à droite? Ouais, regarde. Moi ce que je te conseille, regarde par terre. Ouais. Tu vas bien voir la ligne et le trottoir. Ouais. Tu vois. Alors on va mettre le clignotant à droite. Droite, j'y vais. Je tourne beaucoup. Regarde le sol. Ouais. Cherche à passer entre ces deux lignes. Redresse dès que t'es bien droit entre les deux. Pour aller tout droit. Ok. Tranquille. Regarde juste les deux lignes par terre. Ouais. Tu vois les deux lignes? Ouais. Garde la voiture entre les deux lignes. Ah ouais, Regarde, lâche le volant. Ouais. Lâche-le complètement, t'inquiète. Je suis là, regarde. Ouais. Tu peux poser tes mains. Regarde, si je le lâche, regarde ce qu'elle fait la voiture. Elle tourne, elle drift pas à gauche? Non, regarde. C'est juste parce qu'il n'était pas droit, regarde. Ah ouais. Le volant, il est autonome. Donc t'as pas besoin de mettre de la pression. Prends ton volant. Ouais, mais En fait, tu le guides. Dès que tu vois que les lignes changent de forme, tu suis les lignes. Comme sur PlayStation. Voilà, c'est la même chose. C'est vraiment tout pareil. L'entrée de parking, elle est là. Après, à gauche. Ouais, donc j'attends que ça passe à gauche. On va. Exactement, tu t'arrêtes à hauteur du passage piéton. Voilà. Tu le dépasses un petit peu, légèrement. C'est pas grave si on a l'arrêt un peu dessus. Voilà. Après la voiture blanche, tranquille. Voilà, nickel. Alors regarde. Donc, on va mettre la marche arrière. Marche arrière, du coup, là. Donc cette fois-ci, pour mettre la marche arrière, non, c'est bon, tu t'y es bien pris, t'inquiète pas. Il y a juste une pression à faire sur le levier quand tu le descends. En même temps que tu. Voilà. Ah oui. Nickel. Je peux pas péter le truc. Donc là, le but, c'est de rentrer entre les deux voitures en marche arrière. Ok. Donc tu vas jouer avec ton frein, c'est-à-dire qu'on va plus utiliser l'accélérateur. Je le relâche. Ouais. Et tu diriges ton véhicule pour aller là-bas. Ok. C'est tout. Tout en regardant autour de la voiture pour nous éviter. Voilà, regarde. N'hésite pas à tourner tes yeux, t'assurer de l'espace. Ouais, tu fais ça spontanément, avec bon sens. Voilà, regarde bien des deux côtés de ta voiture, assure-toi que tout va bien. Et l'idée, c'est de la diriger petit à petit. Dès que tu vois que ton véhicule est bien droit et qu'il est perpendiculaire à la route, je remets le volant. Tu remets le volant droit pour que les roues finissent droites. Voilà, encore un tour de volant visiblement. Par là? Ouais. Ok. Et on recule. Parfait ça.
Tu vois, champion, on s'arrête. Ça va, ouais. Ouais, le véhicule est stationné. Mais on est loin de. Ouais, c'est bien. Mais parce qu'on peut offrir des places, comme on a un petit gabarit. Ouais. Tu vois, regarde là, on a ouvert une place à gauche, on peut en ouvrir une à droite. Ok. Ça marche? Ouais, c'est beau. Ah, merci, hein. Mais je t'en prie. Tu m'as avec régalé, plaisir. tu m'as régalé, putain. Avec plaisir. Oh, formidable. Ah, le sourire aux lèvres. Bravo, Norman. Merci. Bravo. Écoute, j'étais bravo, oui et non, parce que j'étais tellement bien accompagné par Nassim, il te met en confiance, il t'accompagne, tu te sens bien. Au début, je te cache pas que j'étais pas serein. Tu conduis pour la première fois de ma vie à Paris. Il m'a dit relâche un peu les épaules. Mais c'était super, franchement, je me suis régalé. Ça en est bien sorti. Ouais, carrément, super. Au début, forcément, ouais, toujours un petit peu d'appréhension, parce que comme tu l'as dit, conduite à Paris, il y a un peu de monde, et puis il a tendance à regarder un petit peu tout, ce qui est normal finalement quand on vit la première fois cette aventure. C'est toujours un peu particulier au départ, puis petit à petit, il s'est décontracté, il a compris les consignes, et puis en toute autonomie jusqu'à la fin du trajet, regarde, il a même stationné la voiture tout seul. Il nous a fait ça comme un chef. C'est un frère, il m'a aidé. Donc voilà, on rappelle évidemment que même si vous passez cette formation du permis AM, conduire comporte toujours des risques. Il est important et obligatoire d'être assuré et d'assurer votre véhicule. Notre partenaire Assuréo fournit des assurances même pour les voitures sans permis. N'hésitez pas évidemment à aller vous renseigner. Merci beaucoup Nassim. Merci à vous les gars, c'est un plaisir. Tu m'as fait de cet homme un nouvel homme. Ouais, c'est ma femme qui va être contente. Tu me raccompagnes? Allez, c'est pour moi. Allez, c'est parti. Bye bye. Ça a beaucoup changé. Je suppose que vous l'avez remarqué. Il n'y a rien à voir avec, effectivement, puisque c'était bien Ken et Genius. Genius qui nous a rejoint sur ce plateau. Comment ça va? Comment ça va, les amis? Je suis content. Un seul morceau. J'ai le même pull. Ouais, un seul morceau. Francky s'est bien foutu de moi. Ça va faire plaisir. Non, je me suis régalé. Je disais, c'est vrai que c'est ma première fois vraiment de ma vie que je tenais un volant, que j'ai conduit. Tu vois, t'es pas en campagne. Toi, t'es à côté Place de la Nation. Bon, t'es pas rassuré. Place de la Nation. Je l'ai vu voir Rond-Point de Nation. Rond-Point de Nation. J'étais juste derrière lui. Je voulais admirer le spectacle. T'étais rassuré en le voyant au volant? Il était pas dans la voiture. Parce que le mec qui était à côté de lui dans la caisse. Au début, on l'a vu, il était un peu tendu. Il est comme ça au début. Franchement, il y avait le moniteur, mais Nassim, il avait ultra l'habitude. Tu sens qu'il envoie passer des gars là. Ah oui. Et crois-moi, Genius, c'est pas le plus bête, à mon avis. Il a vu passer. Évidemment. Il est dans le concours, mais c'est pas le gagnant. Jamais conduit de sa vie. Il a fait, je crois que c'est à 7 km à l'endroit où on était, en voiture, tout seul, en voiture sans permis, sans jamais avoir conduit. Et ça s'est très bien passé. Et il a gêné personne, il a fait chier personne. Tu nous fais un petit retour, ton impression, parce que pas très voiture sans permis. Oui, mais on connaît monsieur. En même temps, j'ai mon permis. Donc qu'est-ce que j'ai à me faire chier? Par contre, toi, qui n'as pas ton permis, est-ce que du coup tu te dis, finalement, j'ai pas besoin de passer le permis, ça m'irait très bien comme Franchement, c'était une super expérience. Du coup, en fait, ça m'a donné envie de passer le permis quand même, parce que j'ai conduit pour la première fois. J'ai adoré conduire. C'est qu'on me disait, tu conduis, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai adoré ça, mais bon, si j'étais à 40, on va pas non plus déconner. 45 max, oui. 45 max. Je suis l'aigle de la route. Avec pour moi, j'étais à fond. De toute façon, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de rouler plus vite dans Paris. Souvent c'est 30, donc 30 c'était assez large. C'était Furious sur le face. Oui. Mais je me suis régalé. Et non, je disais franchement, la voiture, de toute façon, elle te tombe sous les mains. C'est vraiment, tu conduis, c'est tes yeux qui font tout. C'est instinctif directement. J'ai pas eu de soucis. Nassim était avec moi pour m'accompagner, évidemment, parce qu'il avait le volant, les pédales au début. Et puis après, il m'a dit, je te laisse faire tout doucement, tranquillement. Et franchement, je me suis régalé. Franchement, j'ai appris au fur et à mesure. Ça a duré quoi? En 1 heure, j'avais quand même le truc sous la main. Je dis pas que je suis un grand conducteur, mais voilà, créneau. On a fait une petite course après avec Ken. Tu te gares, tu reprends. Le fait de passer un petit peu les vitesses et tout. Donc franchement, c'est un jeu d'enfant, si je peux dire, un enfant à partir de 14 ans, parce que c'est la limite pour la voiture. Mais franchement, super souvenir. J'ai eu peur au début un peu, ça s'est vu. Ça s'est vu un peu, tu vois, mais honnêtement, tu vas pas vite. Tu sais, la personne est là, attention, mais t'as 200 km. Bouger, oui, je suis là, il y a pas de souci. Donc non, franchement. Grand moment, mon Ken m'a évidemment soutenu psychologiquement. J'étais dans le soutien, vous me connaissez. Tu l'as testé un petit peu Alors ça, ce sera pour une autre partie, parce qu'on a refait, parce qu'il y a eu cette séquence où il apprenait à conduire, et ensuite après, on a fait une course. On a fait une course. Pas dans la ville. J'allais dire, c'est encore plus dangereux là. Sur route fermée, etc. On a fait une petite course, on vous montrera ça dans un nouveau sujet, avec une autre voiture sans permis qui nous a été apportée par l'IG, donc c'était vraiment cool. Le but, c'était de vous rappeler effectivement
donc avec notre sponsor Assuréo. Vous pouvez utiliser la commande !Assuréo dans le chat pour avoir toutes les informations, mais ils sont spécialisés dans le fait de proposer des assurances pour des véhicules sans permis. Ouais, c'est les leaders sur les véhicules sans permis. Évidemment, ils peuvent vous fournir des assurances pour absolument tout. Et pensez bien, quand je vous parlais de véhicules à motorisation électrique, vélo ou trottinette, ils fournissent des assurances aussi pour ça. Je rappelle, c'est obligatoire. Vous pouvez faire les devis en ligne. De trottinette, skateboard électrique, etc. Ça reste devis en ligne très facile. En effet, et ils veulent mettre en avant le fait qu'ils assurent pas mal de voitures sans permis parce que tu te dis c'est sans permis, du coup c'est sans assurance, let's go. Non, Non, pas du tout. Bien pensé. Et oui, parce que même si ça roule pas vite, les mecs qui sont dedans savent pas conduire. Donc c'est important quand même. C'est pour ça que je dis à un moment, c'est pas allez, t'as 14 ans, je te file et puis va t'amuser dans la rue. Non, t'es quand même après, on est rassuré même avec ceux qui ont 40 ans de permis, on l'a vu dans le récap, ils savent pas conduire non plus. C'est vrai. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ça tire à balles réelles. J'aime pas cette balle perdue. J'aime pas le film. On reviendra pas sur ça. Eh bien, merci d'être revenu sur replay. Ça, les amis. On remercie Nassim de t'avoir accompagné. Nassim, franchement, super, il était vraiment rassurant. Il a un métier, mais alors en béton, t'as vu le mec, il connaît son sujet parfaitement. Je crois que ça fait 15 ans qu'il fait ça. Et franchement, c'est. De quoi t'as fait? Non, rien, je l'imitais comme ça. Et merci à Nassim, il m'a. Et encore une fois, ce n'est pas mytho, je n'avais jamais tenu un volant. Non, c'est vrai. Parce qu'on peut dire, il a conduit un peu. Non, vrai bail. À part sur simulateur. Station. Et karting quand même. Karting une fois. Ah oui, une fois karting, c'était la première fois aussi. Non, voilà, karting. Et j'ai eu peur aussi. J'ai eu très peur au début quand j'étais là. Bon, l'avantage en karting, t'as pas de carrosserie que tu peux abîmer, quoi. Donc. Ouais, mais. Oui, c'est fait pour faire des toupies, mais bon, peu importe. Merci d'être revenu avec nous sur ce sujet. Tu restes avec nous, il reste 10 minutes. C'est bon, c'est pour moi. Rester un peu. C'est pour moi, c'est pour voir. Attends, il y a Francky. Merci Nanix. Merci Nanix, c'est plaisir. On va partir sur un test puisque Alison nous a préparé ça, un petit jingle, et on y va. Et oui, moi j'ai eu l'occasion, donc du coup début du mois, de me rendre au pôle moto de Poitiers pour les 10 ans. Donc il y avait plein de motos et j'en ai essayé plein dans le lot pour les premières fois, la nouvelle Yamaha MT-10. Ok. Mon premier trail, moi aussi c'était le mois des premières fois, j'ai fait mon premier essai vraiment en trail avec l'Africa Twin. Ok. Et la CMX 1100 Rebelle, mais elle avait une particularité. Si je vous dis que c'était une moto automatique, est-ce que vous connaissez? Moto automatique. Je savais que ça allait vous plaire. Alors, le moto automatique, le terme est large, raccourci pour faire comprendre à tout le monde, même ceux qui ne font pas de moto. Mais évidemment, ça a une particularité, ça s'appelle en fait une boîte DCT. Donc, c'est une boîte en fait à double embrayage. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils le disent. C'est une transmission à double embrayage. Donc, c'est chez Honda. Et alors, j'ai ramené quelques images. En fait, c'était hyper perturbant puisque je suis arrivée sur la moto et forcément t'as un réflexe, tu vois, de vouloir trouver normal. Levier d'embrayage. Il y a même pas de levier. Non, tu n'as rien. On voit, j'ai ramené quelques images. Alors bon, là il y a pile le carré, mais alors du coup la réflexion de tout le monde c'est un scooter. Bon après chacun son avis. Regarde, tu vois là il y a pas de levier, il y a pas de levier et il y a surtout pas le sélecteur pour le passage de vitesse. Tu les sens pas passer du coup, quasiment pas. Si tu les sens, tu les sens au niveau de tes poignets. Comment? Il y avait le prix sur le... Oui, d'ailleurs, je me suis marrée sur TikTok en disant celui qui trouve le prix est fort parce qu'en fait, tout le long, tu vois le 10 000 €. Elle est stylée, là, comme moto. En fait, c'est rare, moi je connais pas, c'est rare une moto automatique. Alors, moi, j'en avais jamais essayé. C'est des technologies qui sont pas non plus hyper vieilles. Et en fait, alors, je dis une moto qui est automatique. Effectivement, je me suis amusée du terme parce qu'il est large, mais en fait, tu as plusieurs possibilités. Tu as donc du coup ce mode qui est manuel. Tu as ce mode automatique. En fait, c'est le système hydraulique à 2 embrayages, exactement. Donc, tu as le mode drive et le mode sport. Et les palettes. Et alors, c'est pas des palettes, évidemment, mais vous avez le mode manuel. Alors, on le voit. Enfin, quand j'explique, ça, c'est évidemment mon essai sur YouTube, mais quand j'explique la moto et que je la présente, je montre à un moment donné. Donc, au niveau de la partie gauche du guidon, vous avez la possibilité de mettre plus ou moins. Et donc, c'est un petit peu comme tu le disais, Franck, comme les palettes au volant. Ouais. Ça vous permet de passer sur un mode un peu plus manuel, voilà. Donc de changer de rapport. Donc ça vous permet quand même de sélectionner 3 modes. On est sur le manuel ou sur l'automatique. Et sur l'automatique, vous avez 2 modes. Voilà. Donc moi, c'est vrai que c'était hyper perturbant parce que, voilà, à part vous donner les spécificités techniques, c'est aussi mon essai et mon ressenti qui m'a beaucoup été demandé. Forcément, hyper perturbant pour moi. Sans la boîte.
J'allais venir. Si je dois rester objective sur pas mon avis à moi, parce que c'est vrai que moi je suis partisane du plaisir de rouler avec une moto, c'est pour passer des vitesses. Voilà. Donc forcément, moi ce n'est pas un concept qui me touche et je n'achèterai pas cette moto. Cependant, pour les gens qui ont un intérêt peut-être à l'acheter, et ça a été fait parce qu'il y a de la demande, j'ai trouvé que le rapport de vitesse était impressionnant. La boîte, elle est douce et franchement, elle est beaucoup plus agréable que certains shifters aujourd'hui. Voilà. Donc, si moi je dois être hyper objective sur ce système-là, j'ai été très surprise. J'ai été agréablement surprise. Vraiment, il se fait bien, il se fait seul et il se fait doucement. Et il n'y a pas d'à-coup. La personne à côté de toi, elle était sur une moto électrique. Tu as déjà conduit un truc électrique ? C'était pas une moto électrique, c'était la dernière MT SP10. Ouais, MT10 elle ressemblait un peu à une moto à côté, on aurait dit une... Mais c'est ça que j'ai essayé. En fait, on était trois. On était trois, en fait. Et c'est pour ça que j'ai essayé ces 3 motos. Il y avait l'Africa Twin aussi devant. En fait, on était 3 et j'ai testé les 3 motos. Comme du ça, coup, on a roulé. Oui, mais j'avais conduit. Ah, pardon, excuse-moi, parce que. Je suis un bolos, c'est une CB. Non, c'est la CB1000, pardon. C'est parce qu'on est parti avant en essai avec la MT SP10 et pardon, à ce moment-là, c'était la Honda, mais je l'ai pas essayé parce que je l'avais déjà essayé en Corse et j'ai essayé par contre l'Africa Twin. Qui la cible pour une boîte auto comme ça ? Alors du coup, moi j'ai eu plein de retours. Forcément, ça a fait parler. Genre, j'ai mis ça sur TikTok, ça a fait genre j'ai eu des commentaires que je n'arrivais même plus à lire tellement. Quelqu'un qui peut plus utiliser sa jambe gauche ? Alors. Eh bien oui, figure-toi que je donne un exemple, typiquement pour ceux qui aiment le circuit moto, on a dans le GMT 94, qui est un des teams les plus connus, Jules Cluzel, qui est un pilote qui a un handicap au niveau de sa jambe justement, et qui passe tous les systèmes à la main. J'ai une de mes amies, Lola Bougès, qui est pilote féminine aussi, qui elle a eu la cheville pétée dans tous les sens, qui à terme malheureusement pourra quasiment plus servir de sa cheville, qui vient de passer tout le système aussi au guidon. Et typiquement, vous avez tous les pilotes handisport comme Stéphane Paulus ou Kevin Simonato qui sont des pilotes handicapés paraplégiques qui font du circuit moto en compétition et qui ont tous les systèmes aussi au poignet. Donc déjà, on peut forcément dire en premier lieu que les personnes handicapées qui ont des complications, ça leur permet de faire de la moto. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est un scooter. Mais si demain vous avez un handicap, vous n'avez pas forcément envie de faire du scooter, mais ça vous dit bien. Du coup, plus facile à conduire. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a un petit piège. Ça doit être un régal en ville. Il y a un petit piège. Comme vous l'avez vu, on était là plusieurs personnes, donc on se marrait un petit peu. Puis à un moment donné, en fait, tu mets le D, donc pour démarrer, voilà. Sauf que non, elle part pas toute seule. Tu es en première, elle ne part pas. J'espère bien. Oui, sauf que toi au feu rouge. C'est tout vite, parce que normalement t'es en route. Tu regardes tes potes. Ouais, j'ai fait ça pour déconner. Ah oui, t'as voulu mettre un coup de gaz. Ah ouais, il y a pas de neutre. Ah merde. Si, il y a un neutre. Mais il faut le penser à le mettre. Ah ouais. Vu que t'as pas besoin. Vu qu'en eh oui, j'ai failli me faire. Voilà. T'as failli rentrer dans la caisse devant ? Non, personne, il n'y avait personne. On était les premiers. T'as failli griller un peu rouge, quoi. Non, je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne devant, sinon je rentrais dans une voiture. Voilà, donc la petite anecdote à ne pas oublier. Voilà, comme quoi. J'avoue, donc le neutre, tu dois mettre manuellement neutre. Oui, c'est ça. À chaque fois, tu dois mettre manuellement le neutre. Oui, si tu freines et en 1, t'es à l'arrêt. Oui, j'allais dire éventuellement. Tu vas partir en burn, mais. Tu freines à balle et tu tournes en même temps, quoi. Mais bon, c'est un peu. Partir en burn sans levier d'embrayage. Pas évident. Compliqué. Voilà. On est d'accord que la plupart des scooters qui sont vendus aujourd'hui, c'est pas des boîtes auto qu'il y a, c'est juste un long échelonnage du rapport. Tu veux rigoler, je n'ai jamais essayé de scooter de ma vie. Très bien. Voilà. Max, en fait, t'as appris à courir avant de marcher. Quand tu dis oui, d'accord, c'est un scooter, en fait, la question c'est de se dire, d'accord, c'est quoi la différence entre une moto et un scooter ? Pour moi, c'est pas juste le fait de passer les vitesses ou pas, c'est aussi une position. Un scooter, t'as les jambes devant, il y a un trou devant toi. Il y a des scooters à vitesse ? Un scooter à vitesse, je crois pas que c'est. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, ça se définit pas que par ça. Non, mais je veux juste savoir la position, bien sûr. Utilise, quoi. Et je rebondirais aussi, tu me disais quel est le type de personne. Donc quand on parlait du handicap, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes, pour le coup, qui avaient plus l'Africa Twin, qui est en version aussi disponible en boîte DCT. Et moi j'ai vraiment d'ailleurs le vendeur de Honda Poitiers, le premier, qui l'a testé sur tout un ride, et il a dit franchement c'est un kiff. Alors ça c'est propre à chacun. Moi je vois difficilement c'était lui d'ailleurs. Je vois difficilement le kiff de plus passer mes vitesses, mais après encore une fois c'est propre à chacun, il faut tout pour faire un monde. Et il disait franchement, quand tu fais des routes de montagne en épingle par tous les temps, que d'un coup tu pars en road trip, que tu te tapes la grêle, la pluie, le ceci, cela, à un moment donné t'es content de plus avoir à te préoccuper de rien, si ce n'est d'avoir ton kiff de liberté sans te préoccuper des vitesses. Il faut imaginer, entendre qu'il avait fait des journées de road trip, lui ou ses clients, je ne sais plus, et que ça peut s'entendre. Voilà. Après, encore une fois, il faut de tout. Si ça a été créé, c'est aussi de la demande. Je reste sur le fait que
si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai été très surprise dans le bon sens. Bien. Et franchement, voilà, pour ça, je dis que c'est cool. Après, moi, j'achèterai jamais ça, c'est pas ma philosophie. Mais en tout cas, pour l'avoir testé, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ok, assez cool. J'avoue que j'aimerais bien tester ça aussi. Elle est belle, l'Africa Twin, sur laquelle t'es là? Ouais. Ça c'était tous les essais que j'ai fait aussi. Après, j'ai pas le temps de commander tous les essais, mais ça fait partie des essais. La moto que j'ai testée chez toi, parce que j'ai conduit évidemment une moto avant de connaître pas, que j'ai testé chez toi, là, c'était la quoi? C'était une électrique? C'est celle que ta femme utilisait? Putain, je t'ai fait. Ah oui, c'est vrai, j'étais en mode. Je t'ai jamais fait conduire ma moto, t'es malade? Oui, attends, je lui ai fait tester à Super Soco la 5. Ah oui. Alors, je vais y aller aussi. Toi aussi, t'as couru avant de marcher, du coup, si t'avais pas pris de volant et t'as pris un guidon. Ouais, incroyable, c'est cool ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile aussi. Je conduisais une petite 50 Honda QR, des mini-motos 50 cm3 dans mon jardin avant même de toucher un volant. Ça se conduit tout seul aussi, les trucs électriques là, c'est. C'est beau. T'es au milieu, alors que dans la voiture, il faut que tu tiennes compte de tout ce qu'il y a à côté de toi. c'est ça. Oui, techniquement, c'est ça. Si tes genoux passent, tout passe. La voiture, ça. C'est un peu plus grand. Faut faire un peu plus de largeur. Un peu plus attention. Est-ce que parmi tous les essais que tu as fait, il y a une autre moto sur laquelle tu veux revenir un petit peu plus en détail ou pas trop? Au détail, ça va être compliqué. Non. Franchement, très sincèrement, pour ceux que ça intéresse, j'ai terminé de publier toutes les vidéos. Elles sont sur mon YouTube. J'ai fait les essais. Guidon. Donc n'hésitez pas. C'est beau. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Après, encore une fois, moi, je suis pas. Il y a des journalistes qui décrivent très bien les fiches techniques. Moi, c'est plutôt ça va être des ressentis. Par exemple, l'Africa Twin, j'ai plus parlé de. Il y a beaucoup de femmes qui disent, ou même de petits gabarits pour les hommes, c'est trop haut, j'y arriverai jamais. Et en fait, j'ai fait la vidéo pour prouver que au début, tu me vois, je suis un peu comme ça. Et l'idée, c'est de montrer, allez-y, testez, ne vous faites pas d'a priori, testez. Et après. Ne le prends pas mal, Alison, mais je trouve qu'elle te va pas bien, cette moto-là. L'Africa Twin? Ouais. C'est vrai? Ouais, je te trouve, t'es pas. Il se permet de choses. C'est pas beau. Non, dessus, ça va pas. D'accord. Vraiment, t'as l'air trop petite par rapport à la moto. Ah ouais? Ouais. Madame n'est pas bien grande. Je fais quand même 1m70, détends-toi. C'est quand même grand pour une fille. Elle est plus grande que moi, donc commence pas. Voilà, ok. Je sais pas. Non, mais je suppose que ça se fait comme ça, mais je vois plus Max. Entre. Après, il y a la version rabaissée et je n'avais pas la version rabaissée, moi. C'est la version Adventure Sport. Et j'étais sur la pointe des pieds, mais je n'étais pas en reversé. Ça, c'est filmé à la GoPro 360 là? Oui, c'est ma 360, ça. C'est génial, ça change la vie quand même ce truc. Je suis une adepte de cette caméra, surtout sur circuit aussi, ça me fait des plans de dingue, en snowboard, c'est canon, en wake. J'ai testé en wake, par contre, c'est drôle. Ça fait un peu style, j'ai les bras qui se balancent dans tous les sens, c'est un peu chelou. Mais en tout cas, c'est marrant. Mais j'aurais pas le temps, malheureusement, de revenir sur mes autres essais, parce que sinon, je prendrais trop de temps. J'ai encore un petit sujet. Une question à la limite. Parmi, du coup, ces 3 motos dont tu viens de parler, laquelle, imaginons, je te donne 20 000 €, laquelle t'achètes? Alors, pas du tout pour sa tête, je suis pas fan, mais pour son moteur, la MT10. La MT10. Ah ouais, le moteur, il est fou. Quand t'aimes la R1, tu retrouves un moteur agressif. Missile. Ah ouais. Et pourtant, je suis pas non plus 4 cylindres, mais alors celle-ci, franchement, j'ai adoré. Franchement, la MT10, et tous ceux qui l'ont testé l'approuvent. Ouais, j'avoue. Bah alors, l'avant, je suis pas trop fan, juste la petite tête, quoi qu'il y en a qui me disent ça fait un peu Bumblebee. Ouais, Bumblebee. Donc, et c'est pas faux, en fait, mais du coup, t'aimes ou t'aimes pas. Il y a presque plus de carénage, c'est juste du châssis. Et les modes, par contre, tu te perds dedans tellement. Tu peux faire de modes et de configuration. Quand tu te mets la tête dedans et que tu commences à la configurer pour toi, je pense que c'est incroyable. Ces Japonais font toujours trop de modes compliqués. Bon, en tout cas, elle t'a pas mal convaincu. Mais c'est incroyable, je détaille tout. C'est cool. Personnalisation, quoi. Tu peux rentrer dans le détail à fond. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Merci Alison d'être revenue, en tout cas, sur ces différents essais. Vous pouvez retrouver tous les détails, du coup, sur ta chaîne YouTube Talon et Guidon. À la limite, je peux terminer sur un dernier petit truc. C'est mon avant-dernière news, si tu veux la mettre... mon bon Denis, puisque au Mondial, il y a un truc que nous n'avons pas vu. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu Volkswagen. qu'on n'a pas vu. Il y a un événement que nous n'avons pas vu, puisque on est venu pendant les journées presse. Les gens qui ont taché les Ferrari. Là. Exactement. Des activistes qui... Oui, je l'ai vu sur les Ferrari. Taché les Ferrari. C'est ce matin sur Ils ont collé leurs mains sur les voitures. Et regarde, il y a une photo de quelqu'un derrière un drap noir. Regarde, tu peux descendre un petit peu. Tu vois, tu as un gros drap noir avec des Ferrari derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière le drap, il y a quelqu'un qui... Alors déjà, ils ont aspergé 3 Ferrari d'un liquide noir. Et ensuite, sont collés la main à la carrosserie.
Voilà. Et en expliquant que oui, même si les constructeurs automobiles essaient de se verdifier en disant oui, on fait des moteurs verts, etc. Bon, au final, ça reste quand même des entreprises qui font la promotion de véhicules personnels bien trop gros. Qui n'est pas la solution. Qui n'est pas la solution idéale. Ils ont quand même attaqué le seul stand caritatif du mondial. Le seul stand caritatif du mondial qui ne vendait pas de véhicules. C'est ça. C'était assez. Ils se sont soi-disant excusés parce qu'ils ne le savaient pas. C'est ce qui a été dit ce matin. Il a apporté sa collection gros à l'entrée caritative. Donc voilà. Ils ont juste des Ferrari, ils ont dit c'est parfait. Mais limite, ils auraient dû faire ça chez American Car City, tu vois. Mais bon, avec les gros pick-up. Mais je pense qu'ils ont eu plus peur. Ça décriblise vraiment la cause. Je suis plutôt d'accord avec le message. Mais après, je pense que ce qui les intéressait, c'est d'avoir les gros titres, à savoir des activistes pourrissent des Ferrari. Ça parle plus que pourrissent des SUV. Ouais, mais pas pour une œuvre caritative. Enfin, c'est débile. C'est assez triste. Ouais, l'entrée sur ce stand, en gros, pour voir ces modèles d'exception, c'était 5 € l'entrée et la thune était reversée à une association. Je crois que c'était personnel. 5 €, tu pouvais rentrer à 5, ça fait 1 € par personne. C'est vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, même si on comprend le message. La manière était peut-être pas ouf, d'autant qu'apparemment sur les véhicules, les traces de colle, eux, disent que ça parte à l'eau. Il y a des journalistes qui disent il y a des traces qui sont un petit peu inquiétantes. Bon, voilà, on verra après. Le gars en question a les moyens de faire ses réparations, mais c'est chiant. Ils se sont pas collés au plus cher, heureusement. Il nous reste 5 secondes. Heureusement, ils se sont pas collés au plus cher. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Let's Go. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À tout de suite.